Bonjour et bienvenue au Hub des Territoires, qui est donc l'espace d'échange et de développement de la Banque des Territoires. Alors, je suis Blandine Calcio-Godino, je suis la responsable du pôle écosystème et développement de la Banque des Territoires. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec la Fédération des élus des entreprises publiques locales pour un 6e atelier du réseau national des foncières de redynamisation. Nous sommes extrêmement heureux d'accueillir cet événement qui a toujours un grand succès au Hub des Territoires. Et avant donc de lancer l'événement qui va se concentrer cet après-midi sur les maisons de santé et les tiers-lieux en centre-ville, quelques mots sur ce Hub des Territoires. Donc, le Hub des Territoires, c'est donc ce dispositif hybride, à la fois physique, ici avec vous, mais également à distance en digital, et qui est dédié aux territoires, aux acteurs de notre écosystème, à nos partenaires publics et privés. Notre raison d'être, c'est à la fois de rassembler, d'inspirer avec l'ensemble donc de notre écosystème, mais également, c'est vraiment ce qui nous tient à cœur, de concrétiser des projets pour les territoires de demain. Nous avons par ailleurs une programmation qui est variée, qui va couvrir l'ensemble en fait des thématiques stratégiques de la Banque des Territoires. Et vous pourrez notamment nous retrouver le 15 novembre prochain, petit moment de publicité, lors d'un événement en partenariat avec Région de France sur le sujet de l'économie mixte au service de l'action régionale. Et également lors du 7e atelier, le 13 décembre prochain. Donc pour ne rien manquer du restant de notre actualité, je vous invite à vous inscrire à notre newsletter et vous trouverez le lien sur la page internet du Hub ainsi qu'en barre de chat team. Et je laisse désormais la parole à Isabelle Bonaujoin, qui est responsable du pôle entreprise publique locale de la Banque des Territoires. Merci beaucoup Blandine. Bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver pour ce 6e atelier. Près de 200 personnes inscrites aujourd'hui. Donc comme ça a été dit, c'est un vrai succès pour ce réseau national, mais parce que certainement ça répond à vos attentes assez opérationnelles. C'est comme ça en tous les cas que ces ateliers sont conçus. Et donc n'hésitez pas à préparer et à poser vos questions au fur et à mesure des interventions sur le chat. Elles seront relayées dans le public à chaque fin de séquence pour qu'il puisse y avoir ce moment d'interactivité. Ça a été dit, aujourd'hui 2 tables rondes, les maisons de santé pluriprofessionnelles et les tiers-lieux au service de l'attractivité des territoires. Encore des ateliers conçus avec des retours d'expérience pour pouvoir vous éclairer dans vos pratiques. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. Merci à toute l'équipe du Hub des Territoires pour leur appui logistique. Un grand merci aussi à tous les intervenants qui ont accepté de participer, qui se mobilisent, qui viennent en présentiel ou qui sont en distanciel aussi, puisque aujourd'hui est une journée de grève, donc on s'est tous adaptés. Donc merci à tous. Merci aussi à l'équipe qui a travaillé pour préparer cet atelier. C'est aussi un des facteurs clés du succès de ces ateliers, la préparation amont. Donc un merci à toute l'équipe qui est derrière. Et ça a été dit, ce sera rappelé à la fin. Normalement, vous avez dans le chat le lien pour vous inscrire sur le prochain atelier qui a lieu le 13 décembre prochain, où on fera un focus sur les foncières de redynamisation qui peuvent s'appuyer aussi sur les outils de l'ESS et des foncières qui sont entièrement privées. Il n'y a pas que des foncières de redynamisation qui s'appuient sur les outils d'économie mixte, même si aujourd'hui c'est la très très grande majorité. Voilà, mais sans plus attendre, je vous propose qu'on commence et j'ai le plaisir d'accueillir sur cette tribune pour cette première table ronde. Alors, 4 intervenants, dont un en distanciel. D'abord, monsieur le maire de Boisseron, Jean-Marc Beignet, qui est le directeur général de Lavanne Mayenne Aménagement, et puis Bruno Pretescu de la CET, qui va pouvoir aussi partager sur les travaux qui ont été faits récemment d'actualisation du guide sur les foncières de redynamisation. Sans plus attendre, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet, avec un premier témoignage, celui de monsieur le maire de Boisseron, qui va pouvoir partager sur sa préoccupation en tant qu'élu, sur l'enjeu de pouvoir avoir des équipements de maisons de santé pluriprofessionnelles au service de l'attractivité de son territoire et les difficultés aussi qu'il peut rencontrer aujourd'hui pour pouvoir faire émerger ce type de projet. Monsieur le maire. Merci beaucoup.
Bonjour à tous, mais merci de l'invitation. Et on m'a effectivement sollicité pour avoir une parole d'élu. Donc, elle sera ce qu'on vit sur le petit village de Boisseron, qui est un village aux confins de l'Hérault, à proximité du Gard, entre les métropoles de Nîmes et de Montpellier. Et j'espère que l'exemple qu'on va donner, les interrogations qu'on peut avoir, vont nous montrer... Enfin, vont en tout cas rebalayer les interrogations que pourraient avoir les autres élus. Donc, chers confrères, n'hésitez pas à poser des questions, ça nous fera progresser. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Rapidement, bien sûr, un peu de présentation. Donc, Boisseron, vous le voyez, c'est un village qui est à équidistance entre deux métropoles dynamiques, en particulier la métropole de Montpellier. Ce qui fait que on a tous les risques de devenir un village avec une grosse attractivité, ce qui est le cas, mais aussi un village dortoir, donc la nécessité d'avoir du service. Ce territoire en fait est regroupé au sein d'une Comcom, la communauté du pays de Lunel, qui est comme vous la voyez sur la partie droite. Nous sommes le petit point orange en haut, puisque nous sommes un centre identifié au niveau un pôle d'équilibre et un pôle relais identifié au niveau du SCOT, ce qui fait qu'on se doit, par solidarité communale, de porter des équipements qui peuvent servir aux autres plus petits villages autour de nous. Rapidement, un point important, vous l'avez vu, on est en région Occitanie, donc ce qui nous caractérise peut-être par rapport à d'autres territoires, c'est une attractivité très forte et une démographie qui est absolument active, avec des villages qui ont bondi et qui aujourd'hui sont très actifs démographiquement parlant. Ce qui fait qu'on a un mélange de populations, à la fois de populations qui sont dans le village depuis longtemps, et qui peuvent être des populations vieillissantes. Et puis après, on a des jeunes, qui soient cadres ou pas cadres d'ailleurs, et qui ont des besoins de services. Donc je vais aller rapidement. Alors, je vous jure, c'est pas de la pub, mais cette offre de service étendue, j'ai fait ce slide pour qu'on puisse comprendre en fait comment s'intègre la question de la MSP dans cette offre de service. C'est-à-dire que dans un village qui était à la fois un village isolé dans le temps, dans le temps passé, je veux dire, où on avait besoin évidemment d'avoir des services au sein des villages, et c'était très naturel. Les années 70-80 ont plutôt sorti les services des villages pour se regrouper dans les grandes villes, et on assiste aujourd'hui à un mouvement inverse. Et Boisseron est particulièrement doté en services, puisque vous le voyez sur le slide. Je ne vais pas faire le détail de l'ensemble des services, mais c'est des points importants. L'agence France Service, la mairie, l'agence postale font que ça crée une attractivité pour les habitants. Là-dedans, on est doté historiquement de plutôt pas mal de médicaux et de paramédicaux. Et on commence à rentrer dans le vif du sujet avec des médecins qui sont pour nous le nerf de la guerre. On a 2 cabinets de médecins, un médecin qui est seul et un cabinet de médecins de 3 médecins. Et on se rend compte que ces médecins aujourd'hui ne sont plus en capacité d'accueillir de nouveaux patients, alors que vous avez vu la dynamique démographique du village et que nos villages voisins ne sont pas non plus en capacité d'accueillir de nouveaux médecins et donc de nouveaux patients. Donc parfois, un Boisseronnais peut faire facilement 10-15 km pour pouvoir avoir un médecin traitant. Quand il arrive à être un médecin, réellement un médecin traitant auquel on adhère sur le long terme. Cette question se pose aussi parce que vous voyez qu'au travers de ce qu'on a pu mettre sur la slide, on a des kinés, des sages-femmes. Quand je dis des kinés, je crois qu'on a 2 cabinets de kinés, on a 9 cabinets d'infirmières, et on a une sage-femme, ce qui est plutôt bien pour un petit village, et aussi d'autres professionnels qui gravitent autour de ça, comme des sophrologues ou hypnothérapeutes. C'est assez intéressant. Je vais arriver à la question qui nous amène aujourd'hui. C'est que ça n'était pas porté comme projet politique initialement, parce qu'on n'avait pas forcément détecté le besoin d'une maison de santé, puisque les choses semblaient rouler. Et le pharmacien est venu nous voir en nous disant qu'il était intéressé pour monter une maison de santé. L'idée étant de pouvoir, chez nous, le terme n'était pas tout à fait adapté, mais en tout cas fidéliser et garder nos médecins qui se trouvent dans une situation où elles ont envie je dis elles parce que ce sont des médecins femmes, elles ont envie de travailler ensemble, elles ont envie de travailler en réseau, ce qui est porté aussi par la CPTS du pays de Lunel.
Et dans ce cadre-là, il y a le cabinet dans lequel elles sont aujourd'hui n'est plus adapté et elles veulent passer sur autre chose en regroupant d'autres professionnels de santé. Donc il est venu nous voir en nous disant ben voilà, il faut que je puisse implanter la maison de santé ou ma maison de santé dans le cadre du pharmacien qui était très actif sur ce sujet-là. Et on s'est maintenant retrouvé nous confrontés à une problématique d'élus et d'aménagement du territoire, puisque vous le voyez, là je l'ai brossé rapidement, le positionnement des médecins et de travailler dans d'autres conditions que celles actuellement. Le pharmacien, comme bien souvent dans les petits villages, se retrouve coincé parce qu'il a évolué, son métier a évolué. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de location de matériel et ça nécessite de l'espace, donc il se retrouve contraint. Et les autres professionnels de santé ont aussi cette question de pouvoir travailler en réseau, les kinés, les infirmières en premier point. Et sur notre territoire, je ne sais pas si c'est vrai sur les autres territoires, mais sur notre territoire, la communauté professionnelle de santé est très active dans l'idée de mettre en place des maisons de santé et effectivement ça en lien avec l'ARS. Donc une fois que c'est posé, c'est simple, puisqu'il suffit de créer une maison de santé en fait, hein. C'est facile. Donc quand on va chez le maire, en fait, on appuie sur le bouton et hop, la maison de santé, elle descend tout de suite. En fait, c'est un chouïa plus compliqué parce qu'on a réfléchi l'aménagement de l'espace urbain autour d'une place de village sur laquelle il y a la pharmacie aujourd'hui qui est un moteur, qui est un des commerces moteurs. Donc qu'adviendra-t-il si la pharmacie s'en va pour rejoindre la maison de santé? Du coup, se pose aussi la question des activités, du maintien des activités autour de cette place. Et puis, la maison de santé n'était pas prévue au PLU. Donc en fait, on se retrouve avec un PLU qui n'est pas adapté pour pouvoir mettre un équipement public en n'importe quel lieu du village, qui est relativement contraint en plus, d'un point de vue urbanisme. Et donc, il va falloir qu'on le programme. Et ça, c'est un temps long de programmation qu'on n'a pas parce que les médecins ou le pharmacien, comme tout bon entrepreneur, ils ont une vision à 1 an, 2 ans, 3 ans, s'ils ont des certitudes d'aboutir, mais pas plus en fait. Et donc, se pose la question d'être capable de proposer une maison de santé dans un lieu qui ne déstructure pas le village et qui permet de compléter cette offre au risque de voir partir peut-être les médecins et de détricoter ce qu'ils ont tricoté pendant quasiment 20 ans. Donc voilà un peu les interrogations d'un maire d'une petite commune. Avec, j'aurais tendance à dire l'expression un peu triviale on a des problèmes de riches parce qu'on a des médecins, on a de la démographie, on n'est pas dans un désert médical. Pour autant, la création de la maison de santé n'est pas si simple. Voilà rapidement brossé. Merci beaucoup. Peut-être avant qu'on puisse enchaîner sur la deuxième intervention, est-ce qu'il y a des questions? Et je regarde Maya qui va se faire votre relais. Bonjour à tous. Alors oui, une question. Faut-il impérativement que la maison de santé soit inscrite au PLU? Non, pas forcément. La maison de santé est un service, donc au PLU, il suffirait de marquer que les services sont autorisés sur ce zonage, sur cette partie-là. Donc elle n'a pas besoin d'être identifiée comme maison de santé. Voilà. Mais il se trouve qu'à Boisseron, on est soit en bordure d'une place publique, soit sur l'ancienne cave coopérative. Donc, ce n'est pas forcément si évident que ça. Autrement, en zone inondable, mais on va éviter. Effectivement, c'est mieux. Seconde question, quelle est votre stratégie pour mettre d'accord les acteurs sur un projet? Je veux bien qu'on me donne la réponse aujourd'hui. La stratégie qu'on a choisie, c'est la concertation. C'est-à-dire qu'on a eu beau jeu de dire qu'on allait faire le Ségur de la santé à Boisseron. Donc on a invité les professionnels de santé pour que tout le monde soit au courant et entende la même chose. Donc ça, il y a eu une première réunion, il y aura une deuxième réunion. Et ensuite, on ouvrira ces réunions à d'éventuels professionnels qui voudraient venir de l'extérieur. Voilà. Et à côté de ça, l'idée aussi, c'est que chacun fasse un peu... ce que je disais tout à l'heure, son acculturation de la problématique aux professionnels de santé, de comprendre ce que c'est que l'aménagement urbain et de voir ce que c'est qu'un temps long acceptable, à la collectivité et à ses partenaires, d'essayer de trouver un compromis pour faire en sorte que ça matche avec eux, parce que on ne peut pas attendre 5 ans pour se décider. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être ? Oui, merci beaucoup. Une dernière question. En tant qu'élu, qu'est-ce qui pourrait vous aider à faire avancer le projet de façon plus concrète ? Alors, vous l'avez compris, on a beaucoup de questions, il y a beaucoup de paramètres.
Et l'idée, ce serait de nous aider à fixer un certain nombre de paramètres, donc de l'ingénierie amont. De l'ingénierie amont serait intéressant, sous forme certainement d'assistance à maîtrise d'ouvrage, ou peut-être même de benchmark, de savoir ce qui se fait ailleurs, de travailler en réseau. Si j'ai accepté aussi l'invitation aujourd'hui, c'était, je crois, cette idée-là de pouvoir fonctionner en réseau et d'entendre ce que disent les autres. Donc à la fois le partage avec ce qui s'est déjà fait, ce qu'on essaye de faire nous sur notre communauté de communes où il y a plusieurs projets, et à la fois mettre autour de la table de l'intelligence avec des élus qui sont capables de parler à des professionnels de santé en fait. Merci beaucoup. Parfait comme enchaînement, parce qu'effectivement, on va pouvoir aller voir du côté des opérateurs et comment les outils de l'économie mixte notamment pourraient vous permettre de sortir, entre guillemets, votre projet de maison de santé plus facilement. Bruno Petrescu, vous êtes manager, montage, modélisation et évaluation à la CET, et vous avez une mission en ce moment auprès de la Banque des Territoires pour actualiser le guide sur les maisons de santé qu'on avait publié il y a un peu plus de 2 ans maintenant. L'objectif étant de se dire, effectivement, quand on a une problématique de maison de santé, comment éventuellement les outils de l'économie mixte peuvent être une solution. Donc je vous laisse à la fois présenter peut-être une rapide définition de ce que sont les maisons de santé pluriprofessionnelles et derrière les différents types de montages possibles, en sachant que ce guide qui est donc en train d'être finalisé, actualisé, sera dans quelques jours à disposition sur la plateforme de la Banque des Territoires, sur les pages du réseau national des foncières de redynamisation. On vous indiquera le lien très prochainement. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis très heureux de participer donc à ce 6e atelier à l'occasion donc de l'actualisation du guide visant à favoriser l'émergence de maisons de santé portées ou accompagnées par des EPL. Et on voit tout de suite que voilà, c'est d'actualité puisque la dernière réponse de Monsieur le maire, invité donc à avoir ce type de document qui permet de voir un benchmark de ce qui est fait, de comment ailleurs des maisons de santé sont faites et quels sont les outils à disposition. Donc je remercie encore voilà, le Hub de me recevoir et d'accueillir ce moment. Et sans plus attendre, je vais rentrer justement dans le vif du sujet avec quelques brefs rappels, comme vous l'avez dit Isabelle, sur ce que sont les maisons de santé et ce qu'elles ne sont pas par rapport justement aux centres de santé, donc la différence entre l'un et l'autre. Alors, hop là, les maisons de santé, la grande différence avec les centres de santé, c'est que les maisons de santé fédèrent des professionnels libéraux, alors que dans un modèle de centre de santé, ce seront plutôt des salariés qui vont donc être ensemble dans ce modèle-là. Alors après, il y a une petite atténuation qui est arrivée avec l'ordonnance du 12 mai 2021, qui permet également, dans le cadre de maisons de santé, d'avoir des SISA, qui sont des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires, qui ont des salariés professionnels médicaux. Donc voilà, la distinction existe toujours, mais il y a des atténuations qui en fait ont été pensées pour accentuer encore le développement des maisons de santé sur le territoire. Et comme on le voit dans cette prochaine slide, ces maisons de santé sont en véritable expansion, puisque en 3 ans, les maisons de santé ont augmenté de quasiment un tiers, en tout cas 28%, avec aujourd'hui plus de 2000 maisons de santé sur le territoire national et plus de 520 centres de santé. Donc c'est un véritable succès qui est assez impressionnant, puisque lorsque le guide, la première version du guide est parue, c'était en 2019, donc il y a 3-4 ans. Et donc on peut voir que sur cette période-là, plus de 30% des maisons de santé ont été créées. Donc ça répond évidemment à la volonté gouvernementale qui avait porté dans le cadre du Ségur de la santé et de Ma Santé 2022 cette expansion des maisons de santé avec un objectif de doublement de leur nombre en 2022. Donc dans ce cadre-là, les EPL prennent leur part. Alors c'est une part qui reste relativement marginale par rapport au grand nombre que l'on voit de maisons de santé qui ont été créées, mais on a quand même plus d'une trentaine de maisons de santé, d'EPL qui ont participé à la création de maisons de santé, et parfois c'est plusieurs maisons de santé, donc ça fait une centaine de maisons de santé dans lesquelles des EPL sont intervenus, ce qui n'est pas non plus rien ni à relativiser.
Et pour rentrer dans les hypothèses de montage qui peuvent être mises en place pour les maisons de santé, on voit qu'il y a tout un panel d'hypothèses dans lequel des EPL et des collectivités peuvent intervenir. Et notamment, le premier exemple, c'est des montages dans lesquels les collectivités sont à l'initiative des maisons de santé ou des centres de santé, donc avec des montages assez classiques pour ceux qui sont familiers avec la commande publique, donc avec des mandats de maîtrise d'ouvrage, comme ce qui a été fait en Normandie par la Schéma, où la collectivité a décidé de passer un mandat de maîtrise d'ouvrage avec pour la réalisation d'une maison de santé. Sinon, on a des montages de type concessif, comme ce qui a été fait par Laval Mayenne Aménagement, donc la création d'une maison de santé en zone urbaine, avec une concession qui a été passée pour 25 ans. Donc ça, c'est des montages dans lesquels l'initiative est vraiment à la main de la collectivité. Donc c'est une hypothèse, mais il y en a d'autres où ce sera l'EPL qui va agir pour son compte propre. Donc ce sont des opérations propres. Et dans ce cadre-là, elle va réhabiliter un bâtiment ou construire un nouveau bâtiment permettant l'accueil de la maison ou du centre de santé. Et ensuite, selon ce qui a été discuté avec les professionnels, soit louer ces locaux, ces bâtiments, donc avec des contrats de location professionnels ou commerciaux, ou avec d'ailleurs un bail en l'état futur d'achèvement, ou à l'inverse, si les professionnels ont souhaité acheter les locaux, ou dans le cadre d'un contrat de promotion immobilière, un CPI, ou dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, VEFA, donc qui permet l'acquisition au fur et à mesure des locaux. Donc tous ces exemples-là permettent de voir qu'il y a quand même un panel assez large d'outils, et ce que je vous présente là est juste un premier teasing de tout ce qu'on retrouve dans le guide, qui est beaucoup plus approfondi et qui permet vraiment de voir les avantages et les inconvénients de chacun des montages. Parce que l'impératif, en fait, dans le montage d'une maison de santé, c'est évidemment de considérer que c'est la rencontre entre un projet de santé et un projet immobilier. Mais l'élément premier, c'est évidemment le projet de santé qui est au cœur. Donc il ne faut pas se tromper dans la manière dont est construite la maison de santé. C'est pourquoi, en réalité, il faut avoir une extrême souplesse pour les collectivités et les EPL pour s'adapter aussi à des situations qui peuvent être très variées selon les territoires et notamment selon l'attractivité ou pas du territoire, puisqu'on va avoir des espaces où justement il n'y a pas de problème d'implantation de médecins, alors que d'autres endroits, c'est plutôt l'inverse, notamment dans des zones rurales qui peuvent être un peu reculées, où il va falloir justement les faire venir. Donc le troisième temps de ma présentation a pour objet de présenter les points de vigilance et les clés de succès de ces différents montages. Donc d'abord en phase amont, conception-construction, donc avec un premier point qui, comme je disais, c'est l'articulation du projet de santé avec le projet immobilier qui est cardinal. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper, l'EPL tout seul ne pourra pas créer une maison de santé, de même qu'une collectivité ne peut pas se substituer à des professionnels. Sans professionnels, tout ce qu'on va créer, c'est un bâtiment qui sera ou inoccupé totalement ou partiellement inoccupé. L'idée, c'est évidemment, dès qu'il y a des porteurs de projets qui sont identifiés, il faut les mobiliser, montrer que les collectivités les accompagnent et que les EPL aussi sont là comme tiers de confiance pour les aider dans leurs projets. Donc le deuxième point, c'est le dialogue nécessaire entre les parties prenantes. Donc le dialogue doit être initié dès le début pour associer les collectivités, notamment dans la phase les professionnels dans la phase de conception des bâtiments, parce qu'évidemment un cabinet, les besoins sont différents selon la pratique, et également il y a à penser des espaces communs qui sont très importants pour permettre de faire vivre les maisons de santé et les faire à agir dans leur écosystème, et notamment quand on pensera, c'est mon dernier point, à l'implantation de maisons de santé dans un cadre de redynamisation de centres-bourgs. Le troisième, et évidemment point cardinal, c'est la définition d'un projet qui est soutenable économiquement. Et cette soutenabilité, il faut qu'elle soit réfléchie dès le départ. Donc évidemment, la question du loyer ne doit pas être mise sous le tapis et être envisagée dès le début avec les professionnels. Et notamment si, pour l'équilibre économique, il faut penser à un soutien ou un portage public avec notamment des conventions tripartites qui sont conclues entre l'EPL, la collectivité et les professionnels pour une prise en charge du risque de vacances, il faut évidemment l'envisager dès ce stade-là. Donc ensuite, la même chose en phase exploitation, c'est-à-dire qu'il y a des bonnes pratiques aussi pour faire
tenir en fait une maison de santé dans le temps et permettre son expansion. Donc la première chose, c'est évidemment avoir des modalités de gestion locative qui sont adaptées à ce que souhaite la collectivité et son EPL, parce que parfois la collectivité souhaite s'impliquer davantage que dans d'autres situations. D'autres fois, elle laisse les professionnels avoir la main sur la gestion plus librement. Donc là, on aura différentes modalités d'intervention, notamment par exemple la conclusion d'un bail unique avec une CISA qui est le modèle majoritaire qui est le plus souvent prescrit, puisque dans ce cadre-là, c'est les professionnels qui se gèrent eux-mêmes. Et là, c'est simple, puisqu'il y a un seul contrat de location qui est conclu avec l'EPL bailleur. Mais il peut y avoir d'autres modèles dans lesquels l'EPL ou la collectivité ont envie qu'il y ait une plus forte implication publique. Et donc, on a une gestion cousu main avec des baux multiples conclus avec chaque professionnel. Donc là, il y a un intérêt pour permettre notamment l'utilisation de locaux, par exemple en demi-journée, avec des professionnels qui sont là le matin ou d'autres professionnels l'après-midi. Et dans ce cadre-là, voilà, on optimise cette utilisation et les EPL peuvent participer à ça, en tout cas certaines le font. L'autre élément important en phase d'exploitation, c'est évidemment d'avoir un interlocuteur ou des interlocuteurs clairement identifiés chez les professionnels pour assurer la vie en fait de l'EPL, la vie de la maison de santé et l'entretien des bâtiments et penser l'avenir, parce que voilà, il faut toujours renouveler aussi les professionnels. Enfin, il faut rester souple et permettre des évolutions potentielles des lieux, parce qu'une maison de santé au départ peut avoir un peu de mal, mais il faut lui laisser la possibilité de se faire un nom. C'est ce qui est remonté en fait du retour d'expérience sur les 4 dernières années, où on voit que des EPL qui ont participé à la création d'une maison de santé, où au départ il y avait 1 ou 2 généralistes, aujourd'hui on compte plus de 6, parce qu'en fait là, il y a eu du bouche à oreille et les professionnels sont venus s'installer. Et de la même manière, il faut penser aux évolutions qui peuvent être pensées au futur. Est-ce qu'il y a de la place pour s'étendre? Comment on envisage de nouveaux besoins médicaux? Donc il faut que l'EPL soit aussi ouvert à ces choses-là. Donc voilà les grands points de vigilance et éléments de succès. Et je voulais terminer justement sur un lien évidemment avec ce qui est le cœur de ces ateliers. C'est la question de voir quelle place pour des maisons de santé dans le cadre de revitalisation de territoire et dans la redynamisation notamment de centres urbains. La maison de santé, c'est quand même quelque chose qui est très positif pour cette redynamisation, puisqu'elle génère des flux de passage qui sont souvent des flux qui n'existeraient pas si elles n'étaient pas là, puisqu'on a des nouvelles personnes qui viennent, une patientèle extérieure. Donc on a une mixité, une contribution aussi à la mixité des lieux, et donc plus globalement une attractivité renouvelée de l'endroit où se trouve la maison de santé. C'est pourquoi le fait qu'elle soit implantée dans des zones commerciales ou dans des centres-bourgs où la redynamisation est nécessaire est une hypothèse qui a vocation à être développée. Alors actuellement, ces maisons de santé ou centres de santé sont peu développés parce que dans le cadre de foncières, après c'est aussi un effet de dynamique puisque les foncières sont aussi plutôt récentes, mais on voit quelques exemples notamment en Île-de-France où par exemple la foncière investissement et territoire a déjà signé la création de 2 maisons de santé sur 2 communes de la Comcom des Bries-de-Rivière et Château pour 2024. Donc on voit que c'est un modèle qui a du sens économiquement, socialement, territorialement, et qui est porté évidemment aussi par des outils d'ingénierie dans le cadre des programmes Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain, qui sont également soutenus par la Banque des Territoires. Donc tout ça pousse pour que demain les foncières portent plus souvent des maisons de santé qu'actuellement. Merci beaucoup Bruno. Ce que je vous propose, c'est de ne pas prendre de questions tout de suite parce qu'on est légèrement en retard par rapport au timing, mais tout de suite de passer de la théorie à la pratique. Je vous propose que nous rejoignions Nantes avec Florent Turc, que je prie de m'excuser puisque j'ai oublié de l'annoncer tout à l'heure, alors qu'il est pleinement partie prenante de cette table ronde. Florent, vous êtes directeur opérationnel de Novapol Immobilier, donc du groupe Loire-Océan Développement, et nous sommes très curieux d'entendre votre retour d'expérience sur les 2 maisons de santé que vous pilotez, dont une est déjà livrée. Florent, à vous. Bonjour, merci de m'accueillir et excusez-moi d'être à distance, mais j'espère que ça le fera très bien comme ça.
Donc effectivement, je suis Florent Turc, directeur opérationnel de LOD Novapol, donc une structure SEM. Et puis je vais présenter un petit peu notre organisation aussi pour comprendre le contexte. Donc on est bien sur 2 maisons de santé à Nantes, dont je vais vous présenter le montage, la genèse, le montage, et puis la livraison pour l'une, et puis l'autre est en construction. Donc vous voyez 2 images. Un premier projet est un projet dédié à Bellevue qui est livré, maison de santé, bâtiment unique, et puis l'autre en bas de l'écran, une maison de santé qui se trouve en rez-de-chaussée d'un immeuble de 60 logements. Voilà, ces 2 maisons de santé ont comme point commun de se trouver toutes les deux dans 2 quartiers en rue, donc de rénovation urbaine de Nantes, avec un programme en rue sur les 2. Donc d'abord, peut-être un petit mot, si on peut passer l'image suivante. J'ai pas la main dessus, donc voilà. Donc d'abord notre organisation, peut-être juste sur les EPL. Donc nous sommes une structure regroupée autour d'un GIE, comme aujourd'hui pas mal d'EPL sont organisés, avec d'un côté une SPL, Loire-Océan Métropole Aménagement, qui en l'occurrence sur les 2 opérations dont on parle est aménageur, donc dans le cadre d'une concession d'aménagement avec la métropole. Et puis la SEM, Loire-Océan Développement, et qui a elle-même une filiale qui s'appelle Novapol Immobilier, filiale donc qui est une SAS foncière immobilière répartie entre 60% capital, 60% LOD et 40% avec la Banque des Territoires. Donc on est voilà, c'est l'ensemble de ce groupement que j'ai indiqué solide mais souple au service de la politique publique, donc qui est en charge de ces projets. Mais alors, LOD et surtout Novapol n'a pas vocation à ne travailler que sur les opérations d'aménagement de Loire-Océan Métropole Aménagement, puisque sur la métropole, il y a d'autres SPL. On a actuellement un projet avec la Samoa sur un autre sujet, mais néanmoins, là, l'exemple montre l'importance, en tout cas, de réussir à se parler et à se coordonner pour remonter les projets, la réussite du projet. Alors, un mot sur Novapol Immobilier, peut-être la diapo suivante, donc qui est le futur propriétaire. Donc Novapol Immobilier est une structure, une SAS, qui a été réaffirmée en début 2019, donc avant le Covid, mais comme l'outil de portage immobilier de la métropole nantaise. Pour notamment plusieurs thématiques, l'économie. Alors, donc la santé, d'abord, on va en reparler, mais aussi l'économie. On travaille sur des projets de cours artisanal, de développement économique dans les quartiers, mais aussi globalement de développement économique sur la métropole. Et puis, une augmentation de capital, donc j'avais mis à venir quand j'ai préparé la présentation, mais qui a eu lieu vendredi, il y a une dizaine de jours, lors du dernier conseil métropolitain, d'une augmentation de capital de LOD en vue de développer la foncière Novapol sur tous les sujets commerce et notamment le sujet foncière ville du quart d'heure avec commerce et activités en rez-de-chaussée. Donc avec un plan de développement là, qui est aujourd'hui prévu et qu'on a déjà largement initié. Et puis une 4e thématique autour de l'innovation sur les projets. Donc voilà, donc ça c'est le cadre de la structure dans lequel, grâce auquel nous sommes intervenus en lien avec les services de la métropole. Donc sur la diapo suivante, on voit que c'est un projet, ces 2 maisons de santé, les origines, alors on a la date là en haut à droite, 2016-2017. 2016, il y a un premier rapport qui fait état d'un diagnostic territorial qui montre un déficit d'offre de soins dans ces 2 quartiers, Nantes-Nord et Bellevue, et aussi une surmortalité dans les quartiers liés au cancer, l'obésité, les tabacs. Donc voilà, qui fait état d'un diagnostic qui nécessite une action autour de ces sujets-là, notamment dans le cadre des projets en rue, qui sont non plus aujourd'hui des projets uniquement immobiliers, mais bien des projets de quartier et de vie dans leur ensemble, dans lequel la santé s'intègre. Donc on est bien sur ces 2 projets à l'initiation,
ce sont d'abord des projets que l'on peut appeler des projets politiques, voilà, puisqu'ils sont issus d'un diagnostic et font partie du projet pour le quartier. La deuxième particularité dans laquelle ces maisons de santé s'intègrent, c'est que tout de suite, la ville de Nantes, à l'issue de ce diagnostic, enfin la métropole et la ville de Nantes, qui est la ville qui a la compétence santé, ont fait le choix d'organiser une concertation large et suivie sur ce sujet. Donc, à l'issue de ce diagnostic, l'opportunité de créer une maison de santé, des maisons de santé ont été retenues, des groupes d'habitants ont été créés, des groupes de professionnels en lien avec les associations aussi, et puis en lien aussi, concertation avec les médecins et professionnels de santé qui étaient déjà situés sur ces quartiers. Et ensuite, quelque part, bon, petit à petit, s'est mis en place une étude de programmation qui a été relue, validée par les différents partis. Et puis ensuite, bon, le montage immobilier dans son ensemble, on en reparlera un petit peu. Alors, du coup, diapo suivante aussi, une maison de santé, pourquoi faire? Suite à ce diagnostic et à cette opportunité de créer des maisons de santé, le choix a été fait de quel sens on voulait donner et quels objectifs on donnait à ces maisons. Donc d'abord de réduire les inégalités. On est dans des quartiers où ces inégalités sont fortes, et réunir dans un seul lieu donc différents professionnels de santé, c'est l'objectif des maisons de santé, mais pas uniquement. L'enjeu, c'est aussi de réunir dans un lieu des services autour de la vie associative, des missions de prévention, de permanence de médiateurs, autour de sujets comme la santé en général, santé des femmes, la diététique, l'activité physique, d'avoir un accès et une porte unique pour toutes ces questions qui ont trait à la santé. Donc la diapo suivante, bon, j'ai retracé dans une pub, enfin ça devait être le dossier de presse lié à l'ouverture de la maison de santé de Bellevue, l'expression de Marlène Collineau, donc adjointe à la santé de Nantes. Donc je vous la lis parce que c'est néanmoins intéressant. Donc la maison de santé, c'est un lieu unique mêlant santé et prévention. Concrètement, la population du quartier peut accéder près de chez soi à des professionnels de santé variés, médecins, kinés, orthophonistes, mais elle peut aussi profiter de la présence d'associations pour discuter, s'informer sur les sujets importants comme la santé des femmes, l'alimentation ou encore l'activité physique. Pour la ville de Nantes, c'est une fierté de proposer toutes ces possibilités dans un même endroit, dans un quartier populaire marqué par les difficultés d'accès à la prévention et aux soins. Voilà, donc c'est tout ça pour dire, avant de rentrer dans le projet concret, l'importance, en tout cas pour ces projets, je pense que, comme vous l'a expliqué M. Petrescu tout à l'heure, je pense qu'il y a autant de projets, de manières d'aborder les choses que de maisons de santé en elles-mêmes, mais voilà, l'importance pour ces deux projets nantais du projet politique initial. Alors, ensuite, du coup, nous, LOD, LOMA, sur la diapo suivante, on est rentré... alors, je ne sais pas la date, mais globalement, je crois en début 2018 ou sur le projet. On a organisé, sur la base du programme, on a formalisé le programme à la fin pour en faire un programme technique, organiser un concours d'architectes, fait participer les habitants et les médecins au choix du projet lauréat. Et peut-être quelques mots du coup sur la singularité de ce projet au regard de ce qu'on a pu voir avant. On l'a vu, il faut à la fois que ce soit un lieu accueillant pour faire rentrer dans la santé des gens qui n'avaient pas l'habitude d'y aller ou qui n'allaient plus se soigner, et donc à la fois conseil, mais à la fois accueil, mais à la fois confidentialité. Ouverture et confidentialité, accueil et sécurité. Les médecins ont besoin d'être rassurés aussi, les professionnels de santé, quand le soir, il n'y a plus forcément grand monde, mais qui continuent à exercer. Et puis, un programme à la fois économe, puisqu'il faut qu'on arrive à le sortir, mais aussi généreux dans son programme. Deux particularités dans le projet. On les voit plus ou moins bien sur
sur les plans, mais on a 2 lieux singuliers liés à la programmation, qui sont d'abord une salle de pause commune assez grande, qui fait un peu plus de 30 mètres carrés, qui permet de réunir le personnel de la ville de Nantes et les professionnels de santé et de partager à la fois leur quotidien et leurs projets. Et aussi une salle polyvalente en rez-de-chaussée qui permet d'accueillir des associations, qui permet d'accueillir la sage-femme qui fait un certain nombre de séances dans cette pièce. Il y a une petite kitchenette qui permet de faire un peu de cuisine. Voilà, donc on a un espace polyvalent, en tout cas, qui est bienvenu pour les associations. Et tout ça est organisé, comme j'ai dit, avec des lieux qui sont ouverts, entre guillemets, publics, dans lesquels le public rentre et puis circuler, puis des lieux qui sont fermés derrière, dans lesquels le public ne peut pas rentrer autrement qu'en étant accompagné. Au dernier point suivant, le groupe de professionnels de santé. On a été confronté, le terme est peut-être un peu dur, mais à deux points très différents entre la maison de santé de Bellevue et la maison de santé de Nantes-Nord. Sur Bellevue, le groupe de professionnels de santé qui a été quelque part questionné dès 2016-2017 a complètement disparu et s'est complètement délité au fil du temps. De 2016 à 2021, date de livraison il y a 6 ans, donc le groupe de professionnels a complètement changé. Et donc, on était face à finalement 1 ou 2 médecins très ponctuels avec un groupe non constitué sur Bellevue. Donc, il a fallu trouver les moyens d'avancer. Et on a par contre sur Nantes-Nord un groupe qui est beaucoup plus structuré, beaucoup plus organisé et avec lequel les discussions sont de fait beaucoup plus simples. Alors, sur Bellevue et sur Nantes-Nord, notre condition dans les discussions avec la ville pour intervenir, c'était d'avoir un bail unique avec les professionnels de santé, voire 1 ou 2, on pouvait le tolérer, mais on refusait le principe d'un bail par professionnel pour des questions de gestion, des questions de responsabilité, et des questions aussi de principe à partir du moment où ils se réunissaient en CISA, en société civile de moyens, comme ils ont dû le faire ensuite. C'est pour travailler ensemble, pour mettre en commun un certain nombre d'outils ou de services. Et donc, on tenait à les faire sortir, excusez-moi s'il y a des médecins dans la salle, mais de leur côté profession individuelle et d'avoir à gérer les relations entre eux avec des baux distincts. Ça a été vraiment pas évident au départ, notamment avec Bellevue, puisque les professionnels n'étaient à l'époque pas structurés en CISA et pas en SCM non plus. Alors un mot sur la SCM, c'est une société civile de moyens qui permet en fait aux médecins de mettre en commun du personnel d'accueil, de l'achat de matériel ou de consommables ou autre. La CISA étant la structure qui réunit les médecins entre eux et qui fait le lien avec l'ARS. Sachant que la particularité aussi de la CISA de Bellevue, c'est qu'il y a des médecins qui font partie de la CISA, enfin des professionnels de santé qui font partie de la CISA de Bellevue, mais qui ne sont pas logés dans la maison. Ils ont un cabinet extérieur. C'est-à-dire qu'on peut avoir une CISA sur multi-sites. Voilà, et puis pour répondre du coup et quelque part entre guillemets avoir l'accord des médecins sur la signature d'un bail unique via leur SCM sur Bellevue, a été mis un processus, donc on reparlera peut-être un tout petit peu sur le schéma du montage, avec une garantie locative de la ville de Nantes, puisqu'au départ on avait 3-4 professionnels de santé, mais on était très loin des 14 qu'on a aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, à l'époque, on avait une maison qui n'était pas du tout louée dans son ensemble. Et pour avoir un bail unique, la ville quelque part nous a garanti pendant 3 ans l'intégralité du loyer, avec le risque que tout ne soit pas occupé, mais on le voit aujourd'hui, tout est aujourd'hui plein dans la maison. Quelques mots sur la diapo suivante sur les grands équilibres financiers du projet. Donc c'est un budget total d'opération, donc là c'est fin de travaux, donc c'est le bilan réel, donc un peu plus de 2,3 millions €.
On a malgré tout sur un projet comme celui-là deux subventions importantes qui couvrent 27% des dépenses, donc de l'ANRU et de la région Pays de la Loire. Donc de l'ANRU dans le cadre du projet ANRU et de la région, alors avec là des échanges pour rentrer un peu dans la technique, c'est la région ne donnait des subventions qu'aux collectivités, donc il a fallu obtenir une dérogation auprès de la région pour que Novapol, en tant que EPL, outil de la collectivité mais pas collectivité directement, puisse obtenir et bénéficier de ces subventions. 21% de fonds propres, donc comme on l'a dit avec la répartition, et puis le reste en emprunt. Des loyers qui sont des loyers, j'ai envie de dire marché. Alors là, j'ai indiqué les loyers hauts. Il y a après quelques réductions importantes sur tout ce qui est circulation, espace commun, et puis les professionnels de santé aussi en lien avec, on était en plein Covid quand tout ça a été négocié, ont obtenu aussi de la ville et de nous que leurs loyers soient un peu plus bas que ceci. Et puis la garantie locative dont je vous parlais à l'instant. Peut-être du coup sur les images suivantes, le montage, donc on va pouvoir résumer et synthétiser un petit peu les choses. Alors vous le voyez peut-être pas très bien, en bleu on a les structures LOD, Loma, Novapol, donc d'abord la métropole et puis il y avait des terrains qui appartenaient au bailleur social de la métropole, Nantes Métropole Habitat, donc qui ont été vendus à Loma. Loma a fait son travail d'aménageur de remembrement, de redécoupage foncier, a vendu à Novapol Immobilier le futur terrain de la maison de santé en vendu un foncier. Ensuite, Novapol Immobilier a fait une VFA à LOD, puisque Novapol est une structure vide, c'est LOD qui a la compétence pour la construction. À CPI en l'occurrence, c'était là, Novapol était propriétaire du terrain. Novapol a touché les subventions donc de la région et de l'ANRU. Et puis ensuite, on a deux baux. Un bau avec la ville de Nantes, un bail avec la ville de Nantes pour la partie... donc en surface, on doit être sur un petit tiers des surfaces. Et puis le reste pour les professionnels de santé avec via la Société Civile de Moyens, avec du coup la petite flèche qu'on retrouve en bas qui est la garantie pendant les 3 ans sur le loyer. Donc ça, c'est Bellevue. On a tenu avec ce montage-là les délais qui étaient annoncés en 2016 de l'ouverture, qui étaient annoncés en septembre 2021 et qu'on a ouvert en 2022. Par contre, on avait un risque financier sur les travaux, l'appel d'offres, le gros œuvre. Et j'ai envie de dire, c'est un projet qui est très, très tendu financièrement. Heureusement qu'on a à côté que la Novapol a d'autres projets plus rémunérateurs pour faire tourner la boutique, parce que sinon on ne saurait pas assumer le risque si on n'avait que ce projet-là en portefeuille. L'autre opération, l'image d'après, l'image d'après, alors là c'est petit, mais en gros entre Loma qui achète les terrains à la collectivité, au bailleur social pour faire le remembrement, Loma a vendu le terrain à un opérateur d'habitat, comme on le voyait sur l'image tout à l'heure, qui ensuite, et dans le cadre de la consultation, du choix de cet opérateur et de la vente du terrain, l'obligation de revendre le rez-de-chaussée en VFA à Novapol, donc le volume du rez-de-chaussée à un certain prix, un prix donné, n'était pas donné, mais à un prix fixé pour avancer. Donc ça nous permet, nous, Novapol, d'avoir une facilité, quelque part une garantie sur le prix d'achat et donc une sécurisation du montage financier, ce qui est le cas, c'est-à-dire que cette maison de santé est plus efficace puisque le projet nous coûte moins cher à la fin. Par contre, on voit qu'aujourd'hui, les délais ne sont pas respectés puisque on est beaucoup plus dépendant, bien entendu, du rythme de l'opérateur immobilier qui avait besoin de commercialiser, qui a pris du retard sur son chantier. Voilà. Après, le reste du fonctionnement est identique. Donc j'en arrive au bout, quelques chiffres. Aujourd'hui, sur l'image suivante, on a un nombre de consultations très importantes, un projet qui marche très bien sur Bellevue, des professionnels de santé qui sont très contents, très satisfaits de leur outil de travail.
On a du coup renforcer l'offre de médecins avec une population qui a été largement associée et qui, alors on n'a pas encore de grands retours, c'est un peu tôt pour avoir l'évolution en termes de soins globaux sur le quartier ou encore plus jeune pour voir l'évolution sur la santé des habitants, mais globalement, en tout cas, ça répond aux objectifs. Donc, et puis, j'en ai pas parlé, oui, les maisons de santé font l'une et l'autre un peu plus de 900 mètres carrés chacune. Voilà, écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas si vous avez des questions, mais c'est une illustration donc, de ces projets de maisons de santé essentiels pour le territoire. Extrêmement intéressante. Merci beaucoup, Florent. Ce que je vous propose, c'est d'enchaîner tout de suite avec l'exemple de Laval Mayenne Aménagement et de pouvoir poser les questions à la fin. On vient de voir l'expérience sur Nantes, donc en métropole, mais il y a aussi des solutions sur des territoires plus détendus, et c'est le cas en Mayenne avec Laval Mayenne Aménagement qui va pouvoir nous présenter plusieurs opérations, puisque je crois que vous êtes désormais sur 5 projets, en tous les cas certaines livrées et d'autres en perspective. Donc, à vous la parole, Jean-Marc. Merci Isabelle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors nous allons rester dans l'Ouest et dans les Pays de la Loire et je vous emmène à Laval et en Mayenne. Et comme tu le disais, un territoire plus détendu avec des problématiques qui sont légèrement différentes de celles que vous avez exposées l'un et l'autre tout à l'heure, puisque il s'agit d'un territoire rural d'à peu près un peu plus de 300 000 habitants qui connaît une difficulté d'accès aux soins pour un certain nombre d'habitants, aussi bien dans le secteur hospitalier que dans la médecine générale. Et donc je vais pouvoir vous exposer 2 projets que nous avons pu conduire et construire avec des collectivités. Mais avant, je vous propose de présenter très succinctement la SEM Laval Mayenne Aménagement. Alors comme pour Elodé, nous avons une petite gras puisque Laval Mayenne Aménagement est composé à la fois d'une SPL qui œuvre principalement dans le champ de l'aménagement et du renouvellement urbain, et puis une SEM historique dont l'activité principale tourne autour du développement économique et qui porte ces 2 maisons de santé. Donc la SEM, c'est une société à vocation d'agglomération et départementale. Vous voyez la répartition de l'actionnariat avec 80% du capital qui est détenu par les collectivités, Laval Agglomération, la ville de Laval, le département de la Mayenne, et puis particularité depuis 2018, la région des Pays de la Loire et 5 communautés de communes, ce qui nous permet aujourd'hui de quasiment couvrir l'intégralité du territoire mayennais. Et puis les 20% du capital restant étant détenus par des banques et notamment la Banque des Territoires. En 2021, nous avons développé un chiffre d'affaires de 4 850 000 composé très majoritairement de loyers perçus de l'ensemble de nos locataires, à peu près une trentaine de bâtiments répartis sur l'ensemble du territoire, et puis 5 salariés, des chargés d'opération principalement. Mais je vous évoquais la SPL, j'aurais pu également vous évoquer un groupement d'intérêt économique, puisque aujourd'hui l'effectif total du groupement Laval Mayenne Aménagement est de 15 collaborateurs. Alors, pour la SEM, 3 grands domaines d'activité, j'en ai parlé, c'est l'investissement immobilier, c'est l'immobilier d'entreprise, le cœur d'activité principale. Nous portons des bâtiments pour des clients privés et des clients publics. La gestion locative, autre pilier d'importance, puisque nous sommes propriétaires bailleurs de l'ensemble de notre patrimoine. Et puis, dernier pilier qui est en cours de croissance, important depuis quelques années, c'est le renouvellement urbain pour les petites villes de demain, pour les communes qui ne seraient pas actionnaires de la SPL dans des opérations de revitalisation de centre-bourg et de centre-ville. 3 formes de montage, on a commencé déjà à l'évoquer tout à l'heure, l'opération propre, c'est-à-dire une opération portée au risque de la société, c'est la très grande majorité de l'activité de la société, soit en direct, soit par l'intermédiaire de prise de participation dans des sociétés de portage, type Novapol, hein, c'est exactement le même exemple. Des interventions, et on en parlera tout à l'heure à l'occasion de la présentation de la maison de santé de Laval, des concessions d'aménagement ou de travaux, mais pas construction, une petite erreur sur la diapositive. Et puis des délégations de maîtrise d'ouvrage, nous intervenons également pour des clients privés ou des clients publics, des collectivités, sous la forme d'assistance à maîtrise d'ouvrage ou de mandat d'études ou de travaux.
Et puis je l'ai mis en tout dernier, puisque nous travaillons avec la Banque des Territoires à la réalisation d'une foncière de revitalisation commerciale cette fois-ci, puisque aujourd'hui c'est quasiment l'activité principale de la SEM. Alors les secteurs d'intervention dépendent forcément du contexte et du territoire mayennais. Nous intervenons pour le compte d'industriels, dans l'agroalimentaire, l'automobile, l'électronique, dans l'artisanat, le tertiaire, les services. Nous avons des pôles emploi, des gendarmeries au plus proche des collectivités. Et puis le dernier point qui nous occupe aujourd'hui, c'est le secteur de la santé que nous développons maintenant depuis à peu près 8 ans. À l'initiative des collectivités, puisque à l'occasion de la définition de notre plan stratégique en 2014, il a été fait le constat que beaucoup de collectivités faisaient face à des problématiques très fortes de désertification médicale, avec un taux de médecins plus faible que la moyenne régionale, des médecins généralistes avec une moyenne d'âge relativement élevée. Je donne un exemple, aujourd'hui, près de 60% des médecins ont plus de 55 ans, avec des difficultés de faire venir de jeunes médecins, et puis une difficulté d'accès pour la population à des spécialistes. Et donc une des réponses que les collectivités ont souhaité apporter, c'est la construction de maisons de santé pluriprofessionnelles. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons commencé à travailler avec les collectivités, et notamment 2 d'entre elles. Certaines ont fait le choix de travailler en maîtrise d'ouvrage direct, donc de porter directement les projets. Mais pour 2, à savoir la ville de Laval, 50 000 habitants, une ville action cœur de ville, a fait le choix d'externaliser pour des questions à la fois de gestion mais aussi de finances, d'externaliser le portage financier de cette opération pour une maison de santé localisée en hyper-centre-ville. C'était extrêmement important de continuer à bénéficier d'une offre de soins en hypercentre, au plus proche des services, au plus proche des commerces, des conditions d'accès. Cette maison de santé est située à proximité des transports publics et d'une offre de stationnement. Et donc, il s'est agi pour nous, dès 2014, de trouver avec la collectivité le meilleur montage possible. Très vite, le montage de la concession est apparu comme celui qui présentait le plus de garanties et de relations contractuelles avec la collectivité. Notre premier travail a d'abord été de travailler en étroite collaboration avec les professionnels de santé pour bien identifier les besoins. Monsieur le maire, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est quelque chose qui est fondamental, de bien comprendre les attentes, les particularités de cette profession, sachant qu'ils avaient en parallèle commencé à travailler un projet de santé de territoire autour des enjeux des parcours de soins pour les personnes atteintes de diabète, sur les polypathologies, donc comment le territoire pouvait offrir finalement une maison susceptible d'accueillir un certain nombre de professionnels, et vous les avez sous les yeux, puisque outre des médecins généralistes, cette maison de santé accueille des spécialistes, des ostéos, cabinets infirmiers, psycho, podo, ergo, et un élément important de la balnéothérapie, puisque l'aspect sportif avait été mis en avant par les professionnels de santé. Et donc, quand il s'est agi de trouver un site d'accueil, puisque en hypercentre, vous imaginez bien qu'il n'y a pas de terrain à bâtir disponible, donc il a fallu, dans un premier temps, trouver un bâtiment vacant qui pouvait recevoir de manière idéale et optimale ce programme de construction. Et donc nous avons travaillé quasiment pendant 1 an et demi à la définition à la fois du programme et de la conception, avec l'appui bien évidemment d'un architecte qui nous a accompagnés dans la conception du projet. Donc, comme je le disais, le montage retenu, c'est la concession, ce qui a permis aussi à la collectivité de fixer un certain nombre d'engagements, notamment le loyer, puisqu'il avait été fixé un loyer à 10 € TTC par mois, hors taxe et hors charge, TTC donc hors charge, et donc ça a permis aussi à la collectivité de pouvoir apporter une aide publique essentielle dans le montage financier, puisque vous le voyez à l'écran, donc 1 835 000 pour l'investissement, avec des subventions de l'État, de la DSIL, du Conseil régional et de la ville de Laval, le solde étant apporté par la SEM et l'EMA à travers un emprunt et des fonds propres d'à peu près 300 000 €.
Deuxième opération, toujours en centre-ville, puisque ça c'est, comme je disais, quelque chose de fondamental pour maintenir une qualité, une offre de services pour les habitants. Alors là, on est sur un projet un peu plus ambitieux, puisque dès 2010, les professionnels de santé, donc quasiment l'intégralité des professionnels de la ville de Mayenne, donc au nord du département, à peu près 15 000 habitants, qui est aujourd'hui une petite ville de demain, ont souhaité se regrouper dans un bâtiment plus emblématique, 2400 m². On est quasiment sur un petit hôpital, quasiment, puisqu'on retrouve bien évidemment des spécialistes, mais aussi une maison médicale de garde pour les premiers soins, une antenne de la caisse primaire d'assurance maladie, une antenne de la maison départementale de l'autonomie, un laboratoire d'analyse médicale, un cabinet de radiologie et une pharmacie, puisque les pharmaciens également de la place avaient décidé de se regrouper également dans un seul et même bâtiment. Et donc on voit le bâtiment à l'écran là qui offre des surfaces relativement généreuses pour l'ensemble de ces professionnels de santé, ce qui permet d'accueillir aussi facilement l'ensemble de la population mayonnaise. Alors le montage retenu a été légèrement différent puisqu'il s'agit d'une opération propre. La SEM a acquis par l'intermédiaire d'une VEFA le bâtiment qui a été construit par la collectivité elle-même. Florent en a parlé tout à l'heure sur la question des subventions. Le fait que la SEM soit une entreprise privée, ça ne nous permettait pas de bénéficier de subventions publiques comme le FNADT ou la DTR. Et donc le choix qui a été opéré, c'est d'acheter auprès de la collectivité ce bâtiment, déduction faite de l'ensemble des subventions que la collectivité avait perçues, avec la réserve bien évidemment de maintenir la destination de maisons de santé pendant plus d'une quinzaine d'années. Alors, une fois cette présentation faite, quelques facteurs de réussite, comment faire aboutir et comment concrétiser un projet aussi complexe. Déjà, je voulais revenir sur le premier point qui me semble déterminant, c'est qu'une maison de santé, ça n'est pas qu'un projet immobilier et surtout pas un projet immobilier, c'est avant tout un projet de santé de territoire. Et donc, il est primordial que les professionnels puissent s'inscrire dans cette démarche collective avec un référent, avec un accompagnement également de la collectivité pour que finalement ce bâtiment soit à l'image de ce que les professionnels de santé veulent offrir comme soins à la population. Deuxième, c'est la localisation, et je l'évoquais à travers ce des exemples, c'est l'attractivité et l'accès, c'est-à-dire de pouvoir construire ou aménager ces maisons de santé en centre-ville ou en centre-bourg pour maintenir une vitalisation de ces collectivités. Troisième point, c'est le travail partenarial. Vous imaginez bien que travailler avec des professionnels de santé qui sont extrêmement pris par leur métier nécessite du temps d'investissement en soirée pour bien comprendre les différents enjeux et surtout qu'assez rapidement, il puisse y avoir un protocole d'engagement qui fixe les engagements de chaque partie prenante, la collectivité bien évidemment, les professionnels eux-mêmes et la SEM. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas pour nous de construire ce bâtiment et de ne pas avoir de locataires à l'issue de la construction. Donc chaque professionnel s'est engagé à prendre les locaux avec les loyers fixés conjointement par les trois parties prenantes. Et puis, la conception nécessite une transparence très forte avec les professionnels, c'est-à-dire qu'au-delà de la conception, du niveau de prestation, il faut assez rapidement parler des loyers et d'avoir cette traduction systématique tout au long de l'élaboration du projet pour bien faire comprendre aux professionnels que derrière chaque mètre carré, il y a des charges, il y a du loyer, il y a une organisation à trouver. Et c'est fondamental pour aussi aboutir à un projet qui soit réellement partagé par l'ensemble des professionnels. Alors, quelle est la valeur ajoutée d'une SEM par rapport à une autre forme de montage ou une maîtrise d'ouvrage public? Alors, d'une part, c'est un peu dans l'ADN des EPL, on est dans le service public, dans l'intérêt général, et bien évidemment, nous avons toute notre part pour accompagner les collectivités et les professionnels dans ce type de projet. La SEM offre une souplesse d'intervention. Je prends l'exemple de Mayenne. Nous avons pu travailler une assistance à maîtrise d'ouvrage pour la pharmacie qui était un projet privé. Nous avons pu vendre un local pour le laboratoire d'analyse médicale. Nous avons pu faire de la vente, de la location directe à chaque professionnel. Et donc ça nous permet d'offrir vraiment une palette complète au plus proche des besoins des professionnels.
Le deuxième point, c'est une gestion complète. J'entendais Florent qui était parti sur un bail unique. Nous, le choix un peu imposé était de proposer des baux à chaque professionnel, ce qui nécessite une gymnastique importante, d'autant plus que certains professionnels ne louent les locaux qu'une partie, une journée dans la semaine ou 2 jours. Donc trouver des formes de colocation pour les professionnels. Et puis, nous apportons une offre complète en matière de gestion locative. C'est nous qui avons tous les contrats pour la sécurité, Internet, la signalétique, pour décharger au maximum les professionnels afin qu'ils puissent se concentrer vraiment sur leur travail de pratique. Nous offrons bien évidemment une proximité nécessaire. Nous sommes très ancrés sur le territoire et donc bien évidemment, il nous faut répondre avec réactivité aux besoins de nos locataires. Et puis, une vigilance que je note, c'est la maîtrise des charges. Ça, c'est surtout avec ces enjeux d'énergie actuellement. Donc, c'est de bien évaluer l'ensemble des charges. La plupart du temps, les professionnels de santé occupaient un bureau individuel, un cabinet individuel, dans un bâtiment plus complexe, avec des charges de sécurité, d'ascenseurs, etc. Il faut très vite les mettre devant la réalité que ces bâtiments nécessitent des charges plus importantes. Peut-être pour conclure, parce que je crois que c'était ma dernière diapo, vous dire que ces projets de maisons de santé nécessitent beaucoup d'engagement et d'investissement, certes financiers, mais humains aussi, beaucoup de temps et de relations de confiance à travailler avec les professionnels de santé pour faire aboutir ces projets dans de bonnes conditions. Et puis aussi vous dire que les maisons de santé, c'est une brique pour permettre un meilleur accès aux soins pour la population. Ce n'est pas la seule boîte à outils, il y a énormément de sujets et je peux vous renvoyer vers les travaux du département de la Mayenne qui ont organisé très récemment des états généraux de la santé et à travers un livre blanc, on commençait à travailler avec les professionnels, l'ARS et l'ensemble des acteurs et notamment les collectivités à comment offrir d'autres conditions pour favoriser l'accueil de médecins. Ça peut être le logement, le travail avec les internes, ça peut être, voilà, la palette est relativement vaste. En tout cas, le sujet immobilier n'est pas la seule brique et c'est voilà, ce que je voulais passer comme dernier message avant de te redonner la parole, Isabelle. Merci beaucoup, Jean-Marc. Il nous reste pas tout à fait une dizaine de minutes, mais on va prendre quand même quelques questions parce que vraiment ces exemples étaient très éclairants, très complémentaires. On voit qu'il n'y a pas une solution. Il y a vraiment des projets de territoire, des projets de santé, des projets de territoire et du coup une palette de modalités d'intervention, enfin de réponses qui peuvent se décliner. Peut-être Maya, si tu as quelques questions qui ont été posées sur le chat. Oui, pas mal de questions. Alors, la dernière, c'était que les exemples présentés concernent des projets portés par des SPL, des SEM. Y a-t-il des exemples de projets portés par des foncières? Et de façon plus générale, est-ce qu'on peut revenir sur en quoi l'économie mixte propose des outils qui sont facilitants pour mettre en place des maisons de santé? Alors peut-être juste sur la question des foncières, effectivement les foncières sont plutôt neuves, entre guillemets, hein, puisque dans le cadre du plan de relance commerce, action cœur de ville, c'est des programmes qui sont récents, mais l'exemple de Florent tout à l'heure qui a indiqué que Novapol, par exemple, qui était une structure existante, qui se repositionne en tant que foncière de redynamisation, et donc de fait, elle porte des maisons de santé, mais de la même manière, Laval Mayenne Aménagement développe, ou en tous les cas a un projet de repositionnement pour pouvoir être positionné comme la foncière de redynamisation sur le territoire. Donc de la même manière, le retour d'expérience qui est le sien est celui finalement d'une foncière de redynamisation en devenir. Peut-être vous laisser rebondir sur la deuxième partie de la question. Oui, alors c'est vrai que la SEM-LMA est quasiment une SEM patrimoniale, donc elle agit déjà un peu comme une foncière. L'intérêt que je vois avec le développement des foncières de revitalisation, c'est de pouvoir aussi proposer des bâtiments avec une mixité d'usage et pas spécifiquement destinés à l'accueil d'une maison de santé pluriprofessionnelle. C'est un peu l'exemple qu'a développé Florent, à savoir peut-être y adjoindre des commerces ou d'autres activités et du logement sur les étages supérieurs, ce qui permet aussi de participer à soit la densification ou le renouvellement de centre-bourg ou de centre-ville. Et donc là, la foncière qu'on va construire aura peut-être aussi cette nouvelle destination. Peut-être Florent, sur en quoi l'économie mixte a pu a permis de déboucler le projet, en fait, a permis de trouver des solutions? D'abord, sur la question de la foncière, effectivement, sur le projet
sur le projet de Bellevue, par exemple, c'est 400 000 € de fonds propres, dont la moitié par LOD. Et LOD, c'est la moitié de fonds propres des collectivités. Donc, on voit qu'on a un rapport de 1 à 4 sur les fonds propres qui sont mis par la collectivité dans un projet comme celui-ci. Et puis après, comme c'est 20%, on voit alors rapidement, mais qu'on a un effet multiplicateur. Enfin, avec peu de fonds propres, la collectivité arrive à quelque part à maîtriser via son outil, via ses outils, un projet de maison de santé sur le long terme. Alors, effectivement, aujourd'hui, nous, on n'a pas de contrat avec la collectivité pour dire que ce sera uniquement une maison de santé. Mais moi, j'ai pas de doute sur le fait que cette maison de santé, de toute façon, c'est un besoin qui va perdurer. Et puis, il est tellement construit dans son immobilier pour ça qu'il n'y a pas de doute. Donc, pour la collectivité, c'est une forme de délégation à la fois du risque de construction, à la fois d'un portage financier moindre pour elle, et puis un résultat qui la satisfait complètement. Dans la négociation avec elle, finalement, elle participe au loyer, donc elle a sécurisé, elle s'était engagée vite sur une partie des loyers. Donc nous, ça nous a permis d'initier les choses, parce que du côté des professionnels de santé, c'était pas très sécurisé, on avait des lettres d'intention, mais le groupe n'était pas constitué. Et puis elle a participé sur les 3 ans de garantie. Mais voilà, mais avec ces éléments, les 3 ans de garantie, finalement, ça lui coûtera rien. Son loyer, il était dû, et ça correspond à un réel service. Et finalement, peu de fonds propres, et le projet sort dans les délais, avec une souplesse, une réactivité de la part de ces outils qui est important. Après, on a aujourd'hui, c'est un montage qui a été fait comme ça en propre. Alors, j'y étais pas moi dans la structure au moment où il a été fait le choix de travailler avec la foncière Novapol, mais je pense que cette foncière prenant un peu de poids à ce moment-là, ce développement, il était assez évident en fait que l'outil était approprié pour. Donc agilité dans les réponses trouvées et puis effet levier que vous rappelez à juste titre. Peut-être une dernière question, c'est vraiment extrêmement frustrant comme exercice, mais le temps de la deuxième table ronde se rapproche, il est même matin pour tout vous dire. Donc Maya, je te laisse le choix de la question pertinente. Alors, beaucoup de pression. Alors peut-être une question un peu transversale. Est-ce que vous pouvez tous nous en dire plus sur les difficultés techniques que vous avez rencontrées et comment vous avez réussi à les surmonter? En 1 minute chacun. 30 secondes. C'est pas sympa dans le choix de la question. Je laisse la technique. Moi, j'ai plutôt parlé d'exploitation. C'est clairement les charges et faire... se projeter les professionnels de santé dans un bâtiment qui bien souvent n'a pas d'accueil physique. Donc c'est le sujet de la signalétique et le sujet des systèmes d'information et de sécurité qui pour moi sont déterminants pour la réussite d'un projet immobilier de cette nature. Florent ? Ouais, je rebondis aussi là-dessus. J'en ai un tout petit peu parlé quand je parlais d'accueil et de sécurité, etc. Il y a une vraie difficulté de fonctionnement et on s'adresse à des médecins, des professionnels de santé qui n'ont pas du tout l'immobilier dans la peau. Donc, vraiment les faire se projeter dans un fonctionnement avec le badge qui permet de rentrer, l'alarme qu'on arrête à un moment, où va rentrer le public, jusqu'où il s'arrête, comment je vais les accompagner. Enfin, tout ça, ce sont des sujets en fait qu'on a du mal à aborder tôt parce qu'il faut réussir à se projeter. Donc ça, c'est une vraie question au-delà du sujet de l'engagement de chacun sur les loyers et des discussions parfois un peu terre à terre et un peu voilà, sur la question du montant des loyers et des charges et qu'est-ce qui est compris, pourquoi, enfin voilà. Mais le sujet technique n'est pas neutre, même si c'est avant tout, comme on l'a tous dit, un projet politique et un projet de santé, mais le sujet technique et le savoir-faire des EPL dans le manier et comprendre la commande pour le retraduire en projet est essentiel. Bruno, est-ce que cette question vous inspire des éléments de réponse ? Alors oui, je voulais aussi un peu revenir juste sur la question juste avant, qui me semble très importante, c'est le point de vue des professionnels, qui est de considérer que pour eux, travailler avec une SEM,
avec un démembrement d'une collectivité, c'est aussi travailler avec un tiers de confiance qui est à quelqu'un avec qui œuvre pour le service public, qui œuvre pour l'intérêt général, et donc qui est à quelqu'un avec lequel il est beaucoup plus facile de traiter que par exemple des promoteurs. Donc il y a aussi cet attrait, cette attractivité pour les professionnels qui doit permettre une implication toujours plus grande des EPL. Sur les éléments techniques, oui, ce qui est remonté, nous, du panel de SEM qu'on a interviewé pour cette actualisation, c'est évidemment de penser toutes ces questions d'accès, comme il a été dit, de sécurité et de lieu de vie commun. Par exemple, pour prendre un autre exemple qui n'a pas été mentionné, parfois il peut être envisagé même d'associer des logements à la maison de santé pour l'accueillir des internes. Et évidemment, ça doit se penser très tôt, donc la programmation doit le faire intervenir très rapidement. Donc voilà un petit exemple de choses auxquelles il faut réfléchir avec les professionnels. Merci beaucoup. Alors peut-être le mot de la fin pour Monsieur le maire. Est-ce que vous sortez inspiré de cette table ronde? Est-ce que ça vous donne des idées? En fait, quand on voit ça, moi, la réponse que j'ai, c'est qu'on est très en amont et je vois, après 1 heure de débat, je vois pas où il y aurait des problèmes en réalité. On voit que c'est simple, hein, on est d'accord. Non, ce qu'on retient, on n'est pas encore dans le dur chez nous et ce que je retiens, c'est que moi, la difficulté technique, même si elle n'est pas technique dans son terme, c'est de passer des rêves à la réalité et en fait, on a des rêves de différentes populations. Et c'est certainement ça qui est compliqué. Donc le mot de la fin, c'est que je pense qu'il faut effectivement qu'on peut-être que dans les villages ou dans les opérations, on se regarde pas trop le nombril et qu'on soit suffisamment ouvert pour regarder ce qui se fait ailleurs, parce que ce qu'on apprend aujourd'hui, ce que j'ai appris et ce que j'imagine les auditeurs ont pu apprendre, c'est qu'il y a des choses qui se sont faites, qui sont bien, et des choses qui sont faites et qui sont bien faites, et avec certainement des choses qui ont marché et d'autres qui ont moins bien marché. Donc ça, c'est quand même, je reviens sur cette idée-là. Et puis sur le fait que il faut se donner du temps de discussion. Alors peut-être que quand le temps est court, il faut peut-être discuter beaucoup. Et quand on a un peu plus de temps, ou en tout cas se forcer à se donner plus de temps pour y arriver. Et moi, je reviens sur l'idée de l'ingénierie, de l'accompagnement, et quelle qu'elle soit, en fait. Mais on voit ici qu'on a des acteurs. Ça m'oriente sur notre projet vers les acteurs vers qui on va se tourner sur l'Occitanie. Merci beaucoup. Un grand merci de nouveau à chacun d'entre vous. C'était précieux ces témoignages. Et sans plus attendre, je vous propose de passer à la deuxième table ronde. Je passe le relais à Linda Redoux et je vous souhaite une bonne deuxième table ronde sur les tiers-lieux. Merci Isabelle. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Linda Redoux, je suis responsable d'un pôle qui s'appelle Transition écologique et sociale des territoires à la direction de l'investissement de la Banque des territoires. Et donc, je suis ravie d'animer cette deuxième table ronde qui va porter sur les tiers-lieux. Focus un peu plus spécifique. Qu'est-ce qu'un tiers-lieu? Quels sont les liens avec les foncières de redynamisation quand on cherche justement à animer les centralités, à les redynamiser? Quels exemples inspirants on peut voir aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir avec nos deux intervenants. Donc, Hélène Terla de la CET, vous êtes consultante en développement économique et attractivité à la CET. Et à distance avec nous, Frédéric Glaise, chargé de mission développement économique à la SEM InCité à Bordeaux. Alors, avant de vous passer la parole, on m'a confié la lourde tâche d'expliquer en 2 minutes ce qu'est un tiers-lieu, quelles sont ses caractéristiques. Donc, je vais essayer de me plier à l'exercice. Alors déjà, j'ai découvert hier que le mot tiers-lieu va faire son entrée dans le dictionnaire cette année. Donc, je vais vous lire la définition du Petit Robert 2023 en guise d'intro. Un tiers-lieu serait un espace de sociabilité, d'initiative citoyenne où une communauté peut se rencontrer, se réunir, échanger et partager ressources, compétences et savoirs. Les tiers-lieux créent de nouvelles dynamiques économiques et sociales. Donc on voit qu'on est vraiment dans le thème de cette redynamisation des centralités. Et peut-être schématiquement vous donner 5 éléments caractéristiques d'un tiers-lieu d'après France Tiers-Lieux. Les tiers-lieux, ce sont avant tout des lieux d'expérimentation et d'innovation, de création, qui sont portés par la coopération et la libre contribution des usagers du lieu, qui vont former en fait une communauté d'acteurs
engagés et qui vont prendre part à la gouvernance du lieu, c'est très important. Alors, les tiers-lieux reposent également sur une hybridation des activités. On ne peut pas dire qu'un simple espace de coworking ou une salle en location constitue à proprement parler un tiers-lieu. Il faut vraiment qu'il y ait une pluralité d'activités au sein du lieu. Et ce sont également des espaces de convivialité, des espaces ouverts au public où tout le monde peut se rendre. Et enfin, il y a la notion d'entrepreneuriat de territoire. Ils vont favoriser, répondre aux besoins d'acteurs territoriaux, favoriser l'entrepreneuriat et surtout être ancrés dans les territoires en mobilisant différents acteurs, les collectivités, les associations, des entreprises, des pouvoirs publics, des universités. L'idée, c'est vraiment, encore une fois, que cet ancrage territorial soit bien là et soit fort pour que le tiers-lieu ait du succès. J'ai mis très rapidement les grandes étapes de développement d'un tiers-lieu et les enjeux associés, sachant que l'émergence, l'idée même de créer un tiers-lieu peut venir d'une collectivité qui veut bien souvent redynamiser un foncier, mais peut aussi émerger de porteurs de projets privés, d'associations, d'acteurs du territoire qui développent cette idée. Et évidemment, il va falloir structurer le projet, que ce soit sur le plan immobilier, technique, financier, programmatif. Il y a vraiment toute une phase de structuration qui peut être assez longue et qui est fondamentale, avec ensuite évidemment la recherche de financement. Et une fois que le tiers-lieu va être lancé, tout l'enjeu est bien sûr de créer une dynamique positive, cette fameuse communauté qui va se créer, se réunir autour du lieu, mais aussi de pérenniser le lieu dans la durée, que ce soit en faisant vivre cette dynamique collective, mais aussi en pérennisant le lieu à travers une autonomie financière, arriver quand même à pérenniser les sources de financement pour que le projet puisse s'inscrire dans la durée. Et c'est pas toujours évident. Alors pour information, l'État a déjà mobilisé à peu près 175 millions d'euros en faveur des tiers-lieux à ce jour, notamment via la NCT. Et nous, côté Banque des Territoires, on appuie bien évidemment cette dynamique autour de nos 3 métiers, conseiller, financer, opérer, en proposant toute une part d'accompagnement amont, notamment auprès des collectivités, pour leur permettre justement de faire émerger ces projets, de les structurer avec des temps d'animation sur le terrain, de l'ingénierie. Et ensuite, on peut intervenir bien sûr sur le volet financement en fonds propres, à la fois dans la part d'exploitation du lieu, mais aussi sur le volet immobilier, que ce soit sur des montages privés ou EPL. Également en prêt sur certains territoires à enjeu. Et enfin, on finance aussi de manière un peu plus indirecte des acteurs qui vont pouvoir conseiller, accompagner les tiers-lieux une fois qu'ils sont lancés et qu'ils se développent. Alors j'ai très peu de temps, donc je vais passer encore très rapidement, mais les slides seront transmis. Et donc on a mis aussi quelques exemples de structures qu'on accompagne, qu'on a financées, que ce soit des tiers-lieux ponctuels sur un territoire, mais aussi des foncières, des réseaux qui développent un certain nombre de tiers-lieux sur les territoires, et puis nos partenariats et dispositifs nationaux sur ce volet tiers-lieu. Voilà, donc sans plus attendre, je passe la parole à Hélène Terla. Hélène, vous êtes donc consultante à la CET. Vous avez mené une étude spécifique sur les liens entre tiers-lieux et foncières de redynamisation, et vous allez pouvoir nous en dire plus, nous montrer un petit peu comment ces objets tiers-lieux peuvent faire du sens quand on parle de foncières de redynamisation et quels sont les montages envisageables. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Merci. Effectivement, moi, j'ai eu l'occasion de travailler sur quelques études d'opportunité, de faisabilité de tiers-lieux et plus récemment, donc, le lien entre EPL et tiers-lieux. Donc, effectivement, comme vous le disiez, la dynamique de tiers-lieux est vraiment à la croisée de projets citoyens, de projets politiques et d'un projet économique entrepreneurial. Et le lieu, tiers-lieu, est la traduction de cette dynamique et de ce projet collectif dans une maison, dans un immeuble ou sur un site. Alors, outre la création d'une communauté et de projets, d'activités qui sont non délocalisables, le tiers-lieu en lui-même est aussi vu comme un vecteur de redynamisation, puisque effectivement ils peuvent jouer un rôle dans la reconquête de friches patrimoniales, de friches industrielles, de friches commerciales. On les voit aussi en matière programmatique
comme des occupants potentiels de rez-de-chaussée, puisqu'ils viennent créer du passage, des flux. Et parfois, on peut les voir comme des acteurs de l'urbanisme transitoire, de l'aménagement transitoire. Alors, aujourd'hui, on ne va pas pouvoir tout développer. Donc, en fait, j'ai préparé un petit zoom sur des éléments de montage et de portage qui peuvent potentiellement intéresser des foncières. Donc, j'ai fait trois petites catégories. Donc, les tiers-lieux qui peuvent être portés par des privés. Donc, c'est des entreprises, un groupement d'entreprises ou une SCOP qui fédère une communauté autour d'un lieu dont elle est le propriétaire et parfois même elle reste gestionnaire et elle reste dans l'animation de ce lieu. Donc, vous voyez quelques exemples là. Donc, les deux premiers sont à Marseille, l'Épopée, ici Marseille, le Cube et donc une SCOP Ardelaine en Ardèche. Deuxième exemple, des tiers-lieux qui sont portés par des collectivités. Donc là, la collectivité est propriétaire d'un site qu'elle met à disposition, qu'elle loue à un porteur de projet ou à un groupement de porteurs de projet, soit via une EPL, soit en direct. Et cet EPL ou ce porteur de projet assure lui-même la gestion locative des lieux et l'animation, le lien avec les usagers. Et troisième exemple, donc des tiers-lieux qui sont portés par des EPL. Donc là, c'est une SPL, une SEM ou une filiale qui pourrait être une foncière qui est propriétaire et qui porte le tiers-lieu et qui soit fait elle-même la gestion locative et l'animation, soit de même que pour les deux autres exemples, passe par un porteur de projet ou un groupement de porteurs de projet, un collectif qui vient assurer toute la partie exploitation des lieux. Donc il y a pas mal de points de convergence entre les EPL, les foncières et les tiers-lieux. En effet, en tant que défenseurs de l'intérêt public, de l'intérêt général, les EPL ont parfois dans leur mission une partie accompagnement de l'économie sociale et solidaire dont font partie, ou dont relève une partie des porteurs de projets de tiers-lieux et des usagers. Donc là, c'est vraiment une part des convergences. Donc l'EPL, la foncière, y voit des avantages en matière programmatique, en matière de diversification des services qui sont proposés aux usagers, aux habitants, ou une diversification des activités, notamment en milieu rural, en QPV. Donc là, il peut vraiment y avoir cette opportunité jouée par le lieu tiers-lieu. C'est également une possibilité pour soutenir un secteur d'activité particulier ou pour soutenir une filière. Alors l'EPL peut décider ou non de rester dans la gouvernance, de faire partie de certaines instances comme des comités de suivi ou des choses comme ça. Donc il reste dans certaines instances du tiers-lieu ou non, ça dépend un peu des exemples. De leur côté, les collectifs de tiers-lieux voient à cet adossement un certain nombre d'avantages, et notamment de complémentarité de compétences, puisque l'EPL, la foncière, peut apporter des compétences fortes en matière juridique, en matière financière, en matière technique, notamment au moment de la phase d'atterrissage du projet immobilier. Tout ce qui est chiffrage, choix d'une maîtrise d'œuvre, suivi de chantier, ce n'est pas forcément des compétences qu'on retrouve systématiquement dans des communautés ou dans des collectifs qui sont à l'origine de la dynamique de tiers-lieux et qui sont pourtant des compétences systématiquement présentes, la plupart du temps présentes dans les EPL. Donc il y a vraiment cette complémentarité qui peut intervenir entre EPL et tiers-lieux. Il y a aussi évidemment quelques défis.
des questions de temporalité, des différences culturelles parfois qui sont à lever, des différentes manières de faire de la concertation, différentes manières de faire du montage de projets, qui peuvent être source de pas mal d'éléments, de moments d'échange entre ces différents acteurs. Je pense que peut-être Monsieur Turc viendra nous apporter son témoignage, y compris sur ces différences culturelles qui peuvent se retrouver là. Ok, merci beaucoup. Hélène, je pense qu'on peut prendre quelques questions. Maya, tu nous dis s'il y en a dans le chat. Oui, il y a des questions. Alors, une question que je vais regrouper avec deux questions, c'est-à-dire que la difficulté avec les tiers-lieux et la question du modèle économique. Quelle possible construction? Et ce qui m'amène à poser la question, est-ce que finalement les tiers-lieux peuvent être rentables? Et quelles sont les activités qui peuvent venir équilibrer ces tiers-lieux? Alors, je pense que dans cette question, il y a deux choses. Alors, dans le modèle économique, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a toute la question de la valeur créée pour le territoire. Donc là, on va la sortir puisque j'imagine que la question portait plutôt sur les sources de revenus. Donc, en termes de modèle de revenus, on va avoir, selon la typologie du tiers-lieu, mais globalement de la vente, l'accès à des machines, l'accès à des espaces, de la vente de prestats, de services, donc à la fois assurés par le porteur de projet, mais aussi à l'intérieur de ce tiers-lieu, les entrepreneurs, les usagers sont eux-mêmes des entreprises qui tournent avec chacun leur modèle économique. On peut avoir également pas mal d'entrées liées à de l'événementiel, à des espaces de showroom, à des espaces autour de cafés, restos, qui permettent à la fois d'amener du monde et des usagers ponctuels dans ces lieux, mais qui permettent aussi de faire connaître le lieu et puis d'entrer, faire des entrées de cash. Et puis il y a évidemment deux autres possibilités, en tout cas c'est complémentaire souvent, c'est les subventions publiques et puis c'est les subventions privées, les donations, le mécénat, alors soit des donations d'entreprises, soit des donations de particuliers, des crowdfunding, des choses comme ça. Donc est-ce qu'ils peuvent être rentables? Oui. Il y en a, je crois que c'est dans le dernier rapport de France Tiers-Lieux, il est question de 50% environ de tiers-lieux qui sont à l'équilibre, 20% en déficit et 30% en bénéfice. Pardon, je vais oublier le terme. Voilà, donc contrairement parfois à certaines idées reçues où on se dit que c'est toujours un peu un gouffre, voilà, les chiffres viennent contredire. Pour abonder dans ce que vous dites, je pense qu'effectivement, clairement, les modèles, tous les tiers-lieux ne sont pas rentables, mais la plupart visent à l'être. Et c'est bien l'hybridation, la pluralité des activités et la complémentarité de ces différentes sources de revenus qui permet d'atteindre l'équilibre, d'où la nécessité de bien penser en amont la programmation, la conception du tiers-lieu et ensuite d'arriver à animer cette communauté qui va se réunir, qui va assurer la fréquentation du lieu pour justement atteindre cet équilibre. C'est pas évident, ça reste un challenge. Je pense il faut bien dire ce qu'il y a et tous les tiers-lieux ne sont pas rentables, mais ça tend quand même à l'être pour la plupart d'entre eux. Juste une autre question. Existe-t-il des indicateurs pour mesurer l'impact d'un tiers-lieu en termes d'attractivité d'un territoire ? Moi, je peux répondre, mais en citant un exemple. Alors, très difficile de mesurer l'impact du tiers-lieu, et pourtant, c'est bien là tout l'objectif quand on cherche à redynamiser un territoire, de mesurer ensuite l'impact concret du projet. Nous, on a soutenu une initiative qui est intéressante, qui est en open source, qui s'appelle Commune Mesure, qui a été développée par Plateau Urbain et le Sens de la Ville, et qui permet à tous les porteurs de projets de tiers-lieu en ligne gratuitement d'estimer, justement, de saisir un certain nombre d'informations pour
modéliser l'impact et ensuite le suivre dans le temps, l'impact du tiers-lieu sur ses parties prenantes sur son territoire. Donc c'est une initiative intéressante, hein. Il y en a sûrement d'autres, mais ça donne au moins un point de départ à cette réflexion. Et il y a beaucoup de travaux encore en cours. C'est un sujet en constante évolution qui s'enrichit avec le temps, puisque l'objet tiers-lieu reste quand même quelque chose d'assez nouveau finalement dans le paysage, et puis qui s'est fortement développé avec la crise du Covid, l'essor du télétravail également. Donc c'est en cours, mais il y a des outils qui existent. Ouais. Je ne sais pas si Hélène, vous voulez compléter, mais je vous propose qu'on passe à l'intervention de Frédéric Glaise pour justement illustrer peut-être avec un exemple. Donc Frédéric, vous êtes donc chargé de mission développement économique à la SEM InCité. Oui. Alors, je crois que vous allez peut-être rapidement nous présenter d'abord la SEM InCité et puis ensuite l'exemple concret du tiers-lieu que vous venez d'ouvrir, je crois, en nous expliquant un petit peu voilà, comment ce projet a vu le jour et en quoi le modèle que vous avez mis en place n'est pas très éloigné de ces modèles foncières de redynamisation et donc quel lien on peut en tirer. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour à tout le monde. Donc effectivement, la SEM InCité est composée, donc du coup repose sur 3 principaux actionnaires. Tout d'abord la métropole de Bordeaux, la ville de Bordeaux comme autre actionnaire public et la Banque des Territoires qui détient près de 30% de la société et qui a un rôle au quotidien assez présent pour le suivi de la SEM. La SEM InCité a la particularité d'intervenir sur 3 grands champs d'intervention qui sont parfois pas tous réunis dans une même SEM. Elle est tout d'abord bailleur de logements sociaux et gestionnaire de locaux commerciaux. On a à peu près 2000 logements sociaux, 2000 logements et 70 commerces ou locaux artisanaux aujourd'hui en patrimoine et en gestion. On est aussi un second métier aménageur, vraiment spécialisé dans le renouvellement urbain. Donc on intervient notamment à travers 3 concessions d'aménagement aujourd'hui sur Bordeaux, Libourne et Castillon-la-Bataille. Donc voilà, des échelles d'intervention qui sont très variées. Et le 3e métier, qui est celui peut-être qui se rapproche le plus de la foncière de redynamisation, qui est celui qui touche vraiment au développement économique. La SEM InCité a été recapitalisée il y a 3 ans maintenant, par la métropole notamment, mais également par tous ses actionnaires, pour lui permettre d'agir sur des actions de redynamisation économique sur l'ensemble des territoires de la métropole, petites villes comme centre urbain, QPV, comme zone de projet. Donc, peut-être avancer sur les slides, s'il vous plaît. Et donc voilà, là sont rappelées les principales activités. Et donc effectivement, aujourd'hui, le projet de pôle entrepreneurial qu'on appelle Cos Rouge, parce qu'il s'est déroulé rue Cos Rouge à Bordeaux, rentre très nettement dans cette instance, je dirais, qui vise à nous positionner comme opérateur de développement économique de tous les territoires sur la métropole. Donc le projet, effectivement, on est en plein cœur de Bordeaux, un cœur de Bordeaux qui a quand même beaucoup de particularités par rapport au centre ancien, c'est c'est le quartier Saint-Michel-Capucin, qui est quartier prioritaire de la politique de la ville depuis plusieurs années, et sur lequel on constate une pauvreté moyenne qui est très forte et qui bénéficie donc de politiques publiques assez importantes depuis plusieurs années. Donc InCité, nous on intervient dans le cadre d'une concession d'aménagement qui a un périmètre plus large, mais sur le périmètre de Saint-Michel-Capucin, on est intervenu tout particulièrement dans le cadre d'un programme national de requalification des quartiers anciens dégradés. Donc la genèse de notre intervention sur ce projet de pôle entrepreneurial de tiers-lieu, c'est le PNR-CAD, qui incorporait, au-delà de tous les objectifs de rénovation de l'habitat insalubre, bien entendu, un objectif aussi de développement éco pour venir un petit peu redynamiser ce quartier de Bordeaux qui présente des particularités flagrantes par rapport au reste de la commune.
on peut avancer si vous voulez bien. Donc ça, c'est le site, je vais y revenir. Le quartier Saint-Michel présentait notamment une particularité d'un constat de déficit d'emploi par rapport au reste de la ville de Bordeaux. Pour vous donner juste deux chiffres, sur la ville de Bordeaux, il y a à peu près plus de 130 emplois pour 100 habitants. Et sur le quartier Saint-Michel, on est à l'inverse, à moins de 60 emplois pour 100 habitants. Donc il y a un vrai effet inversé par rapport au reste de la commune. Et les emplois qui étaient présents qui sont toujours présents sur le quartier Saint-Michel étaient essentiellement dédiés à du commerce. Donc avec le groupe de travail de la collectivité qui travaille sur le PNR-CAD et les services de l'État, on a orienté un petit peu l'action sur le développement éco à travers plusieurs objectifs qui sont rappelés ici. C'était de créer un lieu au sein du quartier Saint-Michel qui soit susceptible d'amener une nouvelle dynamique économique, de proposer pour cela une offre immobilière qui ne soit pas vraiment dans la couveuse pépinière, mais pas non plus dans le marché libre, quelque chose qui soit un peu intermédiaire, parce qu'il y a une grosse difficulté constatée sur les sorties de pépinière pour accéder au marché libre, pour les structures. Un objectif de dédier de manière préférentielle des locaux aux projets qui présentent une connotation d'innovation sociétale et environnementale. Et la dernière donnée importante, c'était que donc situé en quartier QPV, le projet avait l'obligation d'axer prioritairement son intervention sur les populations issues des quartiers prioritaires politiques de la ville à l'échelle de la métropole de Bordeaux. Donc beaucoup de données qui se sont raccrochées à un lieu, enfin un bâtiment que possédait la ville de Bordeaux, qui servait du coup auparavant d'atelier informatique et de logement d'urgence, et qui devait être fermé. Et du coup, ces objectifs se sont cristallisés sur ce lieu, à savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire sur ce lieu pour répondre à ces objectifs. Donc InCité était aménageur et donc en charge du PNR-CAD, a lancé une mission un petit peu de réflexion, de benchmark sur ces sujets-là. Et les particularités du bâtiment ont fait qu'on a cherché des solutions qu'on n'avait pas encore l'habitude de chercher. Les particularités du bâtiment, c'est un bâtiment ancien sur 3 étages. Qui, par exemple, on a un escalier qui ne mène qu'au premier étage et un autre escalier qui ne mène qu'au second étage. Donc, on ne pouvait pas rentrer dans une gestion de bureau telle que celle qu'on peut connaître aujourd'hui, avec des plateaux libres et ouverts. Donc, on était obligé d'inventer autre chose. Et pour nous aider à chercher ce autre chose, on s'est rapproché de la coopérative des tiers-lieux pour mener un petit peu une étude programmatique et nous aider un petit peu à réfléchir autrement. Et donc là, je vous ai mis ce schéma qui en était issu, de savoir comment mettre en place, qu'est-ce qui pouvait être imaginé au sein de ce bâtiment rue Cosrouge. L'idée, enfin, la réflexion un petit peu de la coopérative sur ce sujet-là, c'était un peu de transformer ce que nous, on pouvait considérer de manière un peu binaire comme des espaces perdus au sein du bâtiment en des espaces porteurs de sérendipité. Alors, c'est un mot que j'ai appris à ce moment-là, c'est-à-dire c'est des espaces qui ont la faculté à créer des échanges que les gens ne pensaient pas avoir au moment où ils venaient sur ce lieu. Donc voilà, c'est comment essayer de créer une communauté au sein du lieu à travers la diversité d'activités qui seraient générées dans le lieu. Donc on voit là le programme qui était proposé, c'était un rez-de-chaussée avec des activités plutôt ouvertes sur l'extérieur, plutôt commerçants, un premier étage avec, on avait des grands espaces, donc plutôt des centres de formation, des espaces de travail partagés, et au dernier niveau, on avait plutôt des petits bureaux, un espace qu'elle a appelé cocooning, où on était plutôt sur de la résidence. Donc voilà, mais tout ça avec un opérateur commun qui soit en charge de faire vivre ces 3 composantes ensemble, et de manière à ce qu'elles s'enrichissent toutes les unes les autres. Donc à partir de là, ce qui nous intéressait, nous aussi, c'était de voir un petit peu le schéma d'exploitation et de rentabilité de ce scénario. Donc la slide suivante, c'est
Ah, c'était l'autre d'après. Ah, il y a une qui a sauté. C'était de vous montrer, on peut revenir en arrière, excusez-moi du coup, le scénario d'offre locative. En fait, du coup, la coopérative des tiers-lieux est allée jusqu'à imaginer le schéma d'exploitation complet du site et d'imaginer du coup le chiffre d'affaires qui pourrait être généré par un exploitant qui porterait ce projet. Et on est arrivé du coup à des scénarios où on avait plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires par an généré par la location de ces espaces-là. On est à peu près sur 525 mètres carrés de surface plancher qui étaient portés à la fois par des recettes de locatives, mais aussi par des recettes d'exploitation, notamment du café-cantine. Donc partant de là, on a pu essayer d'estimer une charge, nous, locative, qu'on pourrait, entre guillemets, imposer à un exploitant, puisque le postulat de départ d'Incité aussi, c'était d'être investisseur, de porter la transformation du lieu, mais pas d'exploiter sur le long terme le site. Donc la transformation du lieu, rapidement, parce que ce n'est pas forcément l'objet, mais il y a deux images sur la slide suivante. On est parti sur un projet assez ambitieux de niveau BBC Rénovation, avec des aides, notamment du conseil régional, sur un appel à projet qui s'appelait les bâtiments du futur. Une difficulté, bien entendu, parce qu'il fallait basculer ce bâtiment en ERP. D'où on voit un petit peu sur l'image à l'arrière la réalisation d'un escalier de secours complémentaire à l'arrière. Donc des difficultés techniques liées à une réhabilitation de bâtiments anciens pour en faire un objet d'exploitation contemporain. À noter aussi que du coup, nous, dans le cadre de l'intervention générale, on a réalisé, en plus du programme de pôle entrepreneurial, 4 logements sociaux qui sont répartis de chaque côté du bâtiment. Donc, au final, je reviendrai après sur le montage, mais le projet qui a été choisi après appel d'offres et après donc, sous couvert d'une délégation de service, c'est un projet qui est porté par une association qui s'appelle la Manuco, qui est une association donc qui agit, qui a été créée pour répondre au projet, qui réunit 3 associations qui sont dans le champ de l'économie sociale et solidaire, qui sont ATIS, qui est un incubateur régional qui porte des projets ESS. La seconde association s'appelle Marie Curie, c'est une association c'est une association d'insertion qui vient en aide aux femmes réfugiées en leur donnant, en leur faisant accéder à des formations pour pouvoir monter un projet de restaurant. Donc on est sur un projet de cuisine et du coup l'association Marie Curie viendrait prendre place dans le projet sur le rez-de-chaussée via un restaurant d'application où des personnes qu'elle encadre viendraient s'essayer à la pratique de la restauration pendant X mois et engager une rotation sur les exploitantes de manière à faire vivre ce café-cantine tout en répondant à des objectifs d'insertion sociale assez forts. Et la troisième association qui s'est jointe à l'offre, c'est La Planche, qui est une coopérative de coworking autour des métiers du bois. Donc, on est effectivement allé chercher une réponse issue de l'économie sociale et solidaire, après un benchmark assez large, où on était allé contacter des structures d'incubation de la métropole telles que Techno-West ou Unitech. On est allé aussi voir des structures vraiment privées qui offraient des solutions de coworking type Startway, Covivio ou Emera qui est présente aujourd'hui sur Bordeaux. De manière à nous rendre compte un petit peu des différentes propositions qui pouvaient nous être soumises sur ce type de biens en termes d'exploitation. Et au final, pour répondre vraiment aux enjeux programmatiques que j'avais rappelés au début, la solution, je dirais, d'un projet porté par l'économie sociale et solidaire venait apporter une réponse qualitative bien plus mesurable. Et donc au final, effectivement, on a signé une délégation de service avec la Manuco et on est en train, on a remis les clés le 3 octobre, donc ils sont en cours d'installation pour une ouverture effective et totale au 1er janvier 2023.
Donc là, rapidement, je vous ai mis donc le rez-de-chaussée, c'est vraiment l'espace plutôt café-cantine avec les réceptions d'événements. Au premier étage, donc c'est le slide suivant, on a plutôt le lab numérique, donc qui serait porté par la planche, donc sur le volet coworking, métier manuel. On est plutôt sur le fer ici, sur le fer ici, on va appeler ça fer ici. Donc bois, céramique et textile. Et au troisième étage, on retrouve plutôt le niveau porté par Atis avec l'accompagnement de structures en pépinière. Donc voilà un petit peu pour le projet tel qu'il se dégage aujourd'hui et tel qu'il se met en place. Pour y arriver, donc les éléments de montage effectivement opérationnels. Donc on était, nous, titulaires de la concession d'aménagement. On a acquis les immeubles à la ville de Bordeaux et on a réhabilité le bien avec la mobilisation des fonds propres d'Incité et des subventions donc à l'investissement portées par l'ANRU, le FEDER et la région Nouvelle-Aquitaine, la ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole. Et nous, Incité, sur la base de cet investissement, on a mis en exploitation le site via une concession de service. Alors là, rapidement, on a aussi eu beaucoup de discussions pour savoir par rapport au bail commercial, qui était notre premier choix, je dirais, en termes de mise en exploitation du site. Mais le bail commercial ne permettait pas non plus de répondre à tous les objectifs programmatiques qui nous étaient donnés et qui étaient affiliés aux subventions qui nous étaient octroyées. Donc, si on passe à la suivante. Donc voilà, je reviens sur le schéma d'exploitation. Donc la délégation de service, elle est signée pour une durée de 6 ans. Les contraintes qui étaient au cahier des charges de la consultation, c'est une mise à disposition des locaux pour une période maximale de 24 mois, à des tarifs inférieurs à ceux du marché. Créer et animer un réseau de prospection qui permettait de capter de manière privilégiée les projets émanant de secteur QPV et générer une animation du lieu qui permette son ancrage dans le tissu local et développe un process lié aux thématiques d'innovation environnementale et sociétale. Donc là, à travers la délégation de services, nous, on contrôle la réalisation du prestataire, notamment à travers deux comités de suivi qui se réuniront 2 fois par an et qui permettront à la collectivité de juger de la qualité de la prestation de l'association, du coup de la Manico en l'occurrence. Sur le montage financier global, donc là je vous ai remis une slide qui était la slide qu'on avait présentée, une des slides qu'on a présentées aux financeurs en phase pro, donc c'est pas le tableau final de financement, mais ça vous donne une idée. Au regard des coûts d'intervention donc globaux, on arrivait à un prix de revient qui était très élevé au mètre carré. Et par rapport à notre modèle d'intervention habituel, pour rentabiliser ce coût d'intervention, il aurait fallu qu'on loue à 270 € par mètre carré par an, ce qui était complètement hors marché, même pour le centre-ville de Bordeaux. Donc nous, on a travaillé à rebours. La fourchette intéressante pour la mise à disposition à un exploitant qui pourrait réellement mener un projet intéressant sur le site, elle était à 105-110 € par mètre carré par an. À ce tarif-là, au vu du coût de revient, nous, ça nous faisait une rentabilité de 2,73 qui était non conforme à nos statuts, donc on ne pouvait pas investir pour ce montant-là. Donc on allait chercher des subventions. Dans les subventions de l'ANRU, de la ville et de la métropole étaient liées au PNR-CAD, donc elles étaient entre guillemets déjà engagées. Et après, on allait chercher effectivement le FEDER en plus, ce qui nous a permis de descendre finalement à 105 € du mètre carré par an dans la mise à disposition à l'exploitant, ce qui est quasiment moitié moins cher que le marché actuel sur Bordeaux, et qui permet effectivement aujourd'hui à l'exploitant d'avoir des marges d'exploitation justement pour payer notamment du temps passé et d'animation. Au final, aujourd'hui, effectivement, parce que je crois que je suis arrivé au bout de mon temps, donc on est en cours de livraison et on finit les travaux d'installation. Ça, c'est l'image du coup de la façade sur rue du bâtiment. Et puis à droite, vous avez une image des bureaux du second, où on voit un petit peu mieux la typologie des locaux qu'on a pu
qu'on a pu aménager dans ce bâtiment. Merci beaucoup Frédéric pour ce témoignage, cet exemple détaillé. Moi, ce que je retiens, c'est qu'au-delà de l'impact territorial, évidemment, qui est recherché, on voit aussi sur ce projet la volonté d'avoir un impact social très fort et aussi un impact environnemental. Et c'est ce qui est assez caractéristique en fait des projets de tiers-lieux qu'on croise fréquemment et d'autant plus intéressant. Je crois qu'on arrive au bout du temps, donc on a peut-être encore 2 minutes pour une question. Je ne sais pas si Maya, tu as des questions. Oui. Alors, quel est l'intérêt pour ce projet de s'être appuyé sur InCité? Ah, oui. Oui. Moi, je ne veux pas parler à la place des collectivités, mais je pense qu'il y a 2 intérêts majeurs. C'est que il y a un partenariat de confiance sur un temps assez long qui a pu être engagé, en fait, de par le lien entre les collectivités et InCité, qui a permis de faire émerger le projet parce qu'il n'était pas, net dès le début, il n'était pas évident. Donc il y a eu vraiment un travail de benchmark et d'échange qui a duré plus d'1 an pour savoir vers où on allait et quel était le projet partagé. Donc ça, je pense qu'il y a, ça passe, je pense, par un partenariat particulier entre une collectivité et SACEM. Et l'autre intérêt, c'est la capacité des SEM à aller chercher des solutions agiles et souples, parce que là, effectivement, le contrat de concession de service, c'est pas quelque chose qui est usuel dans nos métiers, et c'est cet outil juridique qui a aussi permis, du coup, de répondre positivement aux demandes d'engagement fort des financeurs sur les objectifs sociétaux et environnementaux. Merci beaucoup Frédéric. Je pense qu'on a épuisé le temps, donc je vais repasser la parole à Isabelle pour conclure. Un grand merci à nos 2 intervenants pour cette table ronde. Et Isabelle, je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup Linda. Simplement et très rapidement, vous remercier tous de votre participation et de votre fidélité à l'ensemble de nos ateliers et nos travaux. Remercier de nouveau l'ensemble des intervenants. C'est précieux pour nous. Chacun des témoignages apporte sa pierre et est éclairant pour tous. Donc vraiment un très grand merci que vous soyez venus jusqu'ici ou en distanciel. De nouveau, un grand merci à toute l'équipe qui est derrière et qui rend ces ateliers possibles. Donc un merci à l'équipe de la Fédération des EPL, à notre équipe Banque des Territoires, au Hub des Territoires, qui vraiment nous apporte un appui logistique extrêmement précieux. Prochain rendez-vous, le 7e atelier des foncières de redynamisation le 13 décembre prochain, avec un petit pas de côté, parce que foncière de redynamisation n'est pas égale entreprise publique locale. Il y a d'autres exemples, donc c'est aussi intéressant pour éclairer la réflexion des collectivités locales d'aller voir sur ce qui se passe avec les montages en ESS ou des montages purement privés. Donc on va faire ce pas de côté le 13 décembre prochain. Et puis moi je voulais vous lancer un appel. N'hésitez pas à nous faire remonter vos propositions. Quels sont les sujets que vous souhaitez voir abordés dans le cadre de ces ateliers? On est en train de travailler sur la programmation de nos ateliers pour le premier semestre 2023. Et donc, pour coller au plus près de vos préoccupations, n'hésitez pas à nous faire remonter. Alors, via la plateforme de la Banque des Territoires, il y a des pages dédiées au réseau national des foncières de redynamisation. Il y a une adresse mail, donc vous pouvez nous contacter facilement. Et vraiment, nous, on est preneurs de vos propositions pour qu'on puisse, du coup, coller au plus près de vos attentes. Le replay de cet atelier vous sera envoyé. Vous aurez en support le document précieux, puisque dans le temps de préparation de chacun des intervenants, il y a aussi l'ensemble des présentations qui ont été faites et donc qui vont vous être jointes. Et on transférera aussi le lien vers le guide des MSP, des maisons de santé pluriprofessionnelles, qui est en train d'être actualisé. En tous les cas, il sera sur la plateforme au plus tard la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à aller le télécharger. Un grand merci encore à tous et à très bientôt.